Bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue pour cette table ronde, la clé des castings, outils, préparation et réseau. Donc cette table ronde est organisée avec l'ARDA, comme il a été précédemment stipulé. Et donc les thèmes aujourd'hui seront de la recherche du casting à l'obtention des rôles, vaste sujet. Donc, comment trouver un casting, comment s'y préparer, les outils tels que la bande démo, le book, le CV, comment créer et entretenir un lien avec vous, mesdames et messieurs, l'intérêt ou non de donner la réplique, faire appel à un coach et autres possibilités qui s'offrent à vous. Donc, pour aborder ces vastes sujets, nous avons trois directeurs de casting avec nous, que je vais vous présenter rapidement, même si j'imagine que vous avez tous fait vos devoirs et évidemment regardé Internet en long, en large et en travers sur leur CV sur Internet. Donc, nous avons Nathalie Chéron. Nathalie a commencé sa carrière avec le film Le Grand Bleu, une centaine de films à son actif plus tard. Elle a travaillé ces dernières années sur des projets français et internationaux comme Masterplan de Thomas Vincent ou alors Judgment de Guillaume Loubrano, et collaboré avec plusieurs directeurs de casting européens. Nous avons Laurent Courreau, directeur de casting depuis plus de 25 ans. Il s'est notamment occupé de casting comme Rock'n'Roll de Guillaume Canet, Pupille de Jeanne Herry, ou Ici là-bas de Ludovic Bernard. Il a récemment travaillé au théâtre sur la pièce Mimosa et sur le seul en scène de Juliette Blanche, et a développé un travail de coach, d'acteur et d'actrice et de formateur. Et pour finir, notre Benjamin, nous avons Sandy Galland-Pérez. Sandy est une spécialiste dans le casting des films engagés et indépendants, français et internationaux, tels que Les Clochettes de Kaboul de Shabnam Zariab, La Nouvelle Femme Montessori de Léa Todorov, ou plus récemment, Qui brille au combat. J'imagine que vous avez bien vu la promo de ce film, de Joséphine Japy. Elle a aussi fait partie du comité des révélations des Césars pendant 2 ans. Tous les trois sont membres de l'ARDA, référent VMSS, et aussi membre de l'ICDA. Quant à moi, je suis donc Julia Patry, je suis la responsable du marché francophone de Filmmakers Europe, et je serai votre modératrice pour ce panel. Voilà. Juste une petite spécification, s'il vous plaît. On aura en deuxième partie un question-réponse avec vous, le public. Et nous vous demandons, s'il vous plaît, d'éviter toute question personnelle. L'idée, c'est que ça serve à tout le monde. Hein, on est là pour la communauté. Donc, on s'en tient à ça, s'il vous plaît. Ce sera très apprécié. Merci. Pour commencer cette table ronde, je vous propose de commencer par les outils. Un beau sujet. Les photos, le site, la bande démo. Laurent, tu veux y aller ? Vas-y, je t'en prie. Bonjour à tous. Les outils, toutes les outils, voilà. Donc toutes les outils, il y en a énormément, évidemment. Il y en a qui sont absolument incontournables, c'est-à-dire avoir une photo, ne serait-ce qu'une photo qui vous ressemble. Donc, je ne sais pas s'il y a des photographes spécialisés dans les portraits de comédiens ici. On ne rajoute pas de petites étoiles dans les yeux, on ne lise pas trop le teint. On a juste besoin de pouvoir vous reconnaître. Ça, c'est la chose la plus importante. Donc, une bonne photo, un CV qui soit explicatif sur ce que vous avez fait dans votre vie. Qu'on ait fait beaucoup de choses ou moins de choses, ce n'est pas la problématique. L'important, c'est qu'on sache exactement ce que vous avez fait. Donc, quels sont les films dans lesquels vous avez tourné, quelle est votre formation, si vous en avez une, quelles sont les langues que vous parlez, par exemple. Et c'est pas dans les langues que vous parlez, ce sont des langues que vous utilisez. On ne parle pas de « je parle 4 mots et demi d'espagnol »,« yo también », pero… En fait, l'idée, c'est de savoir
si on peut vous faire travailler dans une langue étrangère. Si on peut vous faire confiance, me dit Nathalie qui n'a pas de micro. Donc l'idée, c'est que vous êtes toutes et tous des personnalités uniques. Et ce qui nous intéresse, c'est de trouver, de comprendre ce qui vous rend unique. Donc, alors, savoir que vous avez fait de la compta, c'est génial, mais à l'écran, ça ne va pas forcément se voir. Par contre, si vous êtes une bête en surf, ça peut nous intéresser. En fait, c'est... Moi, je suis pas contre la compta. Oui, mais ça, c'est personnel. On n'a dit pas de côté personnel, Nat. Voilà, c'est juste, en fait, essayez de nous donner ce qui est intéressant, ce qui vous rend un peu différent par rapport aux autres. Sur les CV, par exemple, sur les langues étrangères, j'insiste beaucoup sur les côtés langues étrangères parce qu'on est quand même dans un milieu et dans un marché qui est de plus en plus européen. Donc, savoir que vous parlez un français parfait, c'est bien. Un anglais parfait, mais avec un accent français, ça peut être très bien, mais l'idée, c'est qu'on le sache. Parce que être fluent en anglais avec un accent très fort en français, ça ne marche pas à tous les coups. C'est bien pour jouer un français, mais peut-être qu'on ne veut pas que vous jouiez ce français-là. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Vous m'entendez ? Oui. Laurent, spécifier effectivement que c'est pas parce que vous parlez anglais avec un accent français que c'est forcément négatif. Ça peut correspondre à un rôle. En fait, effectivement, il se peut que pour un projet étranger, on cherche quelqu'un qui comprenne parfaitement l'anglais et surtout sera très à l'aise sur le plateau, mais I speak English very well and it's very good. Et ils en ont besoin parce que le rôle en a besoin. Voilà, donc c'est avoir une certaine honnêteté par rapport à ce qu'on sait faire. Oui, on imagine, oui, on sait que tous les acteurs peuvent faire énormément de choses, peuvent apprendre, très bien, mais on parle d'une rencontre. Qu'est-ce qui va se passer quand on va vous présenter un réalisateur dans la langue dans laquelle on est censé tourner et que d'un seul coup, vous ne puissiez pas le faire parce que oui, vous pouvez apprendre, mais rarement on a le temps de vous faire apprendre. OK ? Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Alors, il y a un truc hyper important et qui est un débat crucial, qui est les bandes démos. Ah ouais, là, bon. Attention. Je rentre directement dans le dur, on est un peu en retard. Alors, une bande démo, parce que je fais partie de l'ancienne génération, parce que je parle. Non, une bande démo n'est faite que de projets qui sont sortis. Tu me dis si je dis une bêtise. Ce sont des projets qui sont sortis. Si on tape sur IMDb ou n'importe où, on peut retrouver ces films. Ce qui n'enlève rien avec le travail que vous pouvez faire si vous pensez que vous n'avez pas assez d'images. Par ailleurs, simplement, merci de ne pas les appeler bandes démo. C'est du travail perso, c'est ce que vous voulez. Mais quelque chose qu'on va tourner à 3 personnes où ça va être super bien n'aura jamais la même valeur que quelque chose qui aura été tourné en plateau. Donc, juste la bande démo, évidemment, s'il y a des très jeunes comédiens, vous n'en avez pas. Et c'est pas grave. Mais par contre, vous pouvez nous montrer un extrait de travail. OK, c'est clair pour tout le monde ? Juste bien le nommer, quoi. C'est ça, c'est toujours, il faut être précis dans ce qu'on fait. Sandy, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, moi je pense que l'important c'est de voir le jeu surtout. Donc j'avoue que parfois, moi tout ce qui m'importe c'est d'avoir la possibilité de voir des nuances, des couleurs différentes dans un extrait, même un seul extrait. En fait je trouve que parfois il vaut mieux mettre moins d'extraits mais qui soient pertinents et que le jeu soit bon, soit juste. Pour que j'arrive à détecter par exemple que je sais pas, à 1 minute 30 il y a un petit quelque chose de mon personnage qui est là et donc ça me donne envie de voir cette personne. Voilà, pour moi c'est plus quelque chose qui est entre nous deux et qui doit me donner envie de vous voir, me faire penser au personnage à ce moment-là, quoi. Voilà, donc après peu importe, par exemple souvent je vois des bandes démos qui sont très bien montées avec une super musique,
On sent que ça a été très travaillé, peut-être que vous avez même mis de l'argent pour la faire et tout. Et personnellement, moi, je veux juste voir comment vous jouez, quoi. Donc, j'ai pas besoin de voir un truc parfait et hyper bien monté. Vous n'êtes pas chef-op et vous n'êtes pas monteur. Donc, voilà, je pense qu'il faut se concentrer sur l'essentiel, à savoir le jeu, je pense. J'ai envie d'ajouter une petite chose. Sur les bandes démo, parfois, on n'a pas beaucoup de matériel. Il vaut mieux mettre 2 scènes qui sont super que essayer de remplir en mettant des bouts à bout de choses où on ne vous voit pas jouer, où vous savez, le court-métrage il était bien, mais en fait c'était pas exactement ce que vous vouliez. Mettez que des choses qui vous servent. Et vous êtes là pour vous mettre en valeur. C'est comme vos photos, vos CV. Petite chose, je pense, au fur et à mesure. Ça y est, je suis parti là. Petite chose complémentaire, quand vous nous contactez par mail, ayez la gentillesse de signer vos mails avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse mail, et de mettre une photo qui soit clairement visible tout de suite, plutôt que nous envoyer des liens vers des choses à télécharger qu'on n'ira jamais télécharger. Non, le profil filmmaker suffit amplement. Par exemple, sauf que je voudrais bien avoir la petite photo qui s'affiche. Parce qu'en fait, on reçoit tellement de mails qu'à un moment donné, il faut évidemment aller relativement rapidement. Si on voit votre photo, déjà, on sait si éventuellement vous pouvez correspondre ou pas aux recherches qu'on fait pour le moment. Donc ça, c'est hyper important. Et alors, pas les drives. Pas de drive. On a autre chose à faire. Enfin, on reçoit des trucs, il y a un lien, t'es de bon poil, tu fais OK, d'accord, allez, je clique. Bim, c'est un drive. Il y a 200 photos. Ça, c'est delete instantanément. Voilà. Mais je pense qu'il y a... non, mais là, c'est bon, on est parti. Excuse-moi. Salut. Quelqu'un pourra amener un café à Julia parce qu'elle a un peu de temps d'avance là. Chose hyper importante. Vous nous envoyez vos photos. Alors, pas 12. Et s'il vous plaît, renommez vos photos. Compressez-les. Je veux pas du 192.jpg. Mais ça fait 30 ans qu'on le dit. Mais je sais, mais on le répète, il y a des nouveaux gens. Et pas de WeTransfer aussi, parce que le WeTransfer expire au bout de 2 jours maintenant. 3 jours, pardon. Et on ne va pas garder. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le temps parfois de voir la candidature quand c'est comme ça. On est d'accord. Oui, c'est vraiment des outils de base. Oui, je pense qu'il y a une petite chose, alors c'est pas très agréable à entendre, mais il faut pas oublier que vous n'êtes pas tout seul en fait à envoyer votre CV, vos photos et tout ça. Et donc en fait, effectivement, comme ils disent, vous envoyez des drives, des liens, tout ça, mais en fait, forcément, si le directeur de casting reçoit des dizaines et des dizaines de mails par jour, et je ne suis pas loin de la réalité, avec des dizaines de drives et autres à ouvrir, en fait, c'est contre-productif. C'est la fin de notre vie. Voilà, et c'est contre-productif pour vous, en fait. Donc, il faut vraiment penser que, effectivement, vous n'êtes pas la seule personne à envoyer ça. Donc, pensez efficacité, droit au but, et qu'est-ce qui fera que je serai visible plus facilement. Est-ce que tu peux nous dire combien il y a d'acteurs inscrits sur Filmmakers ? Totalement, oui. Alors, ne sois pas gêné. Non, j'ai bien travaillé. Sur Filmmakers, donc nous sommes une plateforme européenne, voire internationale. Donc, vous êtes 124 000 comédiens à l'international inscrits sur la plateforme. Et nous avons environ 34 000 comédiens sur la francophonie. Donc, ça inclut évidemment la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et donc la France. Et tous ces comédiens-là ne sont bien évidemment pas en agence. On va dire que sur le marché français, à peu près, il y a entre 12 et 15 000 comédiens représentés en agence. Ça peut varier. Et donc le reste, vous êtes... Vous, non, je ne vous connais pas tous et je ne sais pas si vous êtes en agence ou non, mais voilà, il y a à peu près plus de la moitié des comédiens qui ne sont pas en agence sur Filmmakers.
La- Ah, Non, voilà, un petit message de Nathalie au Pôle emploi. Recensé en France, on serait entre 55 000 et 60 000 comédiens. Ouais. Mais vous êtes unique. Gardez quand même ça à l'esprit. Totalement. Non, c'est juste, effectivement, pour revenir sur les mails, il faut qu'ils soient clairs, concis, qu'on n'ait pas à aller télécharger des choses. Oui, je te le passe après. Bon, Nathalie a très envie de parler. Non, c'est parce qu'après j'oublie. Parce que j'ai trop de trucs à dire. En fait, il faut penser à nous simplifier la vie. Plus vous nous compliquez la vie, plus vous vous foutez dans la merde par rapport à nous. Parce qu'en fait, on ne peut pas gérer tout ça. Donc, simplifiez-nous la vie. Et comme dit Laurent, clair, concis, pas 50 000 photos, 2, ça suffit, un CV, une petite photo déjà qu'on voit tout de suite, etc., etc. Éventuellement, un lien si vous avez une démo. Mais sympa. Soyez sympa. Soyez sympa. Essayez d'être léger. Parce que, vous savez, ça fait longtemps qu'on fait ça, nous. On en a marre. Nathalie, c'est le mail de bonne année. Non, ça fait 30 ans que tu m'envoies le même mail à la bonne année. Ou alors, c'est le mail de rentrée. C'est pas une obligation. J'ai des photos en couleur plutôt. Enfin, moi, je préfère les photos en couleur personnellement. Alors ça, c'est effectivement un choix, mais oui, en couleur. Donc, Il y a quelque chose de en un peu couleur moins- pour Nathalie et moi, c'est comme vous voulez. Toi, c'est en noir et blanc. Non, Non, ça- moi, Parce qu'il y a ça me gêne pas. il y a un truc très artistique. Mais je trouve que la couleur, ça reflète un peu plus la vérité, la réalité. Oui, et je crois qu'en plus de ça, il y a eu un thème justement sur la couleur des photos précédemment, là, sur cette édition de Paris Cours de Vent, sur le travail, l'importance de la gamme de couleurs dans ces photos de comédiens. Du coup, tout ça nous amène les mails, mais comment entretenir le lien avec vous, messieurs, dames? Gentil. Arrêtez de nous engueuler. C'est pas notre faute. C'est pas nous qu'on décide. Non, effectivement, il faut pas. C'est pour ça que j'insistais là-dessus juste avant, c'est que vous n'êtes pas tout seul, et donc effectivement, chaque projet, chaque annonce de casting, amène des centaines de candidatures, et on est en plus de ça sur des délais de plus en plus courts pour les castings, donc qui fait qu'il y a de moins en moins le temps de prendre le temps justement pour chaque candidature, et donc pour entretenir un lien aimable et positif. Non, pour entretenir un lien, je pense qu'il y a déjà une chose, en tout cas qui moi me paraît importante, c'est que on évolue dans le même milieu, on se croise parfois, souvent, moins souvent. En fait, on est dans un milieu de travail. Donc, il faut aussi garder cette espèce de notion de travail qui existe entre nous. Et puis, comme vous avez pu le remarquer, comme les trois qui sommes ici, on a l'air à peu près humains, il y a des gens avec qui on va avoir peut-être plus de feeling naturel que d'autres et qui peuvent devenir des potes. Et oui, on peut, mais c'est pas du tout obligé. Dans notre boulot, on cherche pas à se faire des potes, on cherche à travailler. Donc c'est pas parce que on vous appelle pas pendant un moment ou qu'on n'a pas une affinité personnelle hyper forte que on ne vous considère pas. Hein, l'idée c'est pas de devenir nos meilleurs amis. Je pense qu'on en a pas mal déjà. On n'est pas en recherche. On mettra un petit post si jamais on était en demande, mais mais en fait, c'est voilà, comment entretenir, c'est nous envoyer, je ne sais pas moi, 2 fois par an, un petit message en disant OK, j'ai fait ça cette année, j'ai fait ça cette année. Voilà, c'est aussi ça entretenir. Ou si vous êtes dans un film, mais pas à chaque fois que vous faites quelque chose, parce que le nombre en fait démultiplie le côté anxiogène que ça peut avoir. Je ne sais pas si c'est Non, mais une actualité, en tout cas, c'est toujours intéressant. Vous êtes au théâtre ou en salle, ou vous avez refait votre bande démo, ou en tout cas une raison de nous contacter.
Mais moi, j'aurais bien aimé parler aussi des réseaux sociaux, parce que tu vois, Parle de ce que tu veux. Non, mais parce que je veux dire, on évolue aussi avec le temps et ça peut être aussi un outil hyper intéressant en fait parce que moi je sais pas si vous voyez ce que c'est la FOMO. C'est la fear of missing out. Enfin, t'as toujours peur de louper quelque chose, tu vois. Et j'ai un peu ça en casting. Donc finalement, il y a tellement de possibilités que pour entretenir notre mémoire, il y a quand même un truc où il faut qu'on se rappelle des gens, quoi. Et souvent, parfois 6 mois après, je me dis mais pourquoi j'ai pas pensé à lui pour ce rôle, et ça m'énerve. Et donc je me dis que le Instagram et tout ça, ça peut aussi être quand même un moyen d'entretenir ces relations avec nous. Et je sais pas, par l'intermédiaire de ce que vous allez poster, mais aussi peut-être par rapport à, je sais pas, si vous réagissez par rapport à quelque chose qu'on publie, c'est pas du tout pour que vous nous fassiez de la lèche, hein, pas du tout. Tu cherches des followers en fait. Mais Là. pas du On tout. n'est pas engagé Non. sur le nombre de followers. Non, c'est plus pour. C'est un truc de mémoire en fait. Je me dis comment trouver plusieurs possibilités pour que, voilà, de temps en temps, on pense à vous. Et je pense que ça peut en faire partie en fait. Stratégiquement, voilà, faut toujours que ce soit dans la sincérité. Vous forcez pas à commenter un truc ou nous envoyer un message quand vous avez rien à dire, mais je pense que ça peut être vraiment en fait une façon de ne pas oublier. J'ai hâte de connaître les chiffres demain. Du coup, justement, Sandy, tu parlais des réseaux sociaux et je sais que régulièrement, ça t'arrive de faire du coup appel à des répliques via ton Instagram. Donc du coup, l'intérêt de participer aux demandes des répliques des directeurs de casting, qu'est-ce qui t'intéresse dans... Alors, effectivement, au-delà de pas forcément avoir une assistante ou un assistant sur le projet, mais donc du coup d'aller chercher chez les comédiens disponibles une réplique comme ça. Qu'est-ce qui t'intéresse ? Déjà de donner la meilleure réplique possible au comédien qui va passer l'essai, parce que c'est quand même c'est hyper précieux quoi, pour la personne qui va être là et qui va passer les essais, ça rehausse carrément son jeu. Et puis c'est quand même sans arrêt des nouvelles rencontres. Alors parfois on vous connaît, on vous fait revenir, mais moi j'essaie vraiment de faire revenir le moins possible. Ou alors si je fais revenir des gens, c'est parce que par exemple je leur fais rencontrer un réalisateur en même temps, j'essaie de trouver un intérêt pour eux aussi quoi. Et je fais venir souvent les gens que quelques heures pour pas les utiliser entre guillemets pendant toute une journée. Mais je pense que ça peut être aussi un moyen pour vous de rencontrer des direcasts et continuer à travailler, désacraliser un peu l'histoire du casting en se disant voilà, nous en fait il y a sûrement plein de gens qu'on aime dans la journée, mais on va se retrouver à devoir choisir un personnage et c'est pas forcément parce que vous êtes pas bon ou parce que... Donc je pense que ça aide aussi à comprendre qu'on travaille ensemble en fait, qu'on est... Enfin moi je vois ça comme une équipe en fait. Quand vous venez dans la salle de casting, j'ai envie que vous soyez bon en fait, c'est tout mon intérêt, sinon moi je vais être mauvaise aussi en fait, donc voilà. Oui, ça Enfin, je veux juste rebondir sur l'idée de si on vous fait venir en casting, c'est qu'on pense réellement que vous avez votre chance. Donc il faut se détendre là-dessus. Hein. On vous fait pas venir parce qu'on se dit tiens, là de 5 à 7, j'ai le temps de prendre un thé. Qui est-ce que je vais faire venir ? Tiens, je vais en prendre 3 par heure. Allez. Non. Non, c'est qu'on a fait tout notre travail en amont et que vous avez vos chances. Donc, détendez-vous en allant au casting, ça fait partie de votre travail. Travail, c'est un mot important. Gardez-le, c'est un travail d'être acteur ou actrice. Hein. Vraiment. Donc, le casting, ça fait partie de votre job. Donc, vous vous préparez. Oui. Mais quand je dis vous vous préparez, vous connaissez votre texte, vous savez de quoi on parle, vous avez travaillé en amont. Le travail, il ne se fait pas juste au moment où on se retrouve ensemble dans la salle de casting. Nous, on va partir de votre préparation de travail et on va vous emmener, parce qu'on a plus d'infos sur le projet que vous, là où on pense que vous serez le meilleur. Mais si vous n'avez pas travaillé en amont, on ne peut pas faire grand-chose. Justement, au sujet sauf si Nathalie, tu veux rebondir là-dessus, mais... Oui, pardon. Oui. Non, ça va. Mais je suis d'accord avec Sandy, avec Laurent. Donner la réplique, c'est vachement bien parce qu'effectivement, ça dédramatise l'exercice du casting complètement. Parce que vous voyez bien qu'on va voir, je sais pas, 6, 7, 8 acteurs dans la journée.
ou actrice. Et il y en a plein qui sont bien. Et pourtant, tout d'un coup, il y en a un qui va arriver et vous-même, vous allez nous dire « Ah, il était vachement bien, lui. Hein. » Bon, alors, moi, je pense qu'ils font pareil. Je fais très attention, c'est-à-dire si je caste un jeune, je ne vais pas appeler un autre jeune pour donner la réplique, évidemment. Je vais appeler quelqu'un qui ne peut pas postuler pour le rôle, parce que ce serait trop cruel. Mais je pense que c'est très éducatif, en fait, de venir donner la réplique, bien sûr. Moi aussi, j'ai envie que les acteurs qui viennent passer le casting soient bons et ils seront meilleurs qu'avec moi. Ça, c'est évident. Parce que c'est un exercice de donner la réplique aussi. Mais il n'est pas question de donner la réplique. Je ne suis pas actrice. Moi, je suis mauvaise comme un cochon. Donc, mais du coup, justement, Laurent, tu parlais du travail et de la préparation d'un casting très intéressant. Et donc, on va inclure l'appel au coach, qui en plus de ça peut te concerner, comme je l'ai dit dans ma petite description. Donc, faire appel à un coach, à quel moment ça devient réellement intéressant et pas forcément dépenser, parce qu'on sait que vous êtes très sollicité aussi financièrement sur plein de points, mais donc à quel moment c'est très intéressant de s'investir comme ça avec un coach pour un casting. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un coach pour un casting? Allez, merci. Non, le travail de préparation d'un casting, il est important pour être certain que votre préparation soit la bonne. C'est-à-dire que vous ayez le travail avec un coach, il va être là pour voir toutes les possibilités que ce texte, toutes les possibilités que vous allez avoir pour explorer ce texte. Et quel est l'endroit où vous allez vous sentir bien par rapport à ce texte. L'idée, c'est que en casting, on voit plein de gens différents. Et ce qu'on recherche, c'est le moment où vous allez être connecté avec vous-même. Et vous n'allez pas rentrer dans une construction de personnage. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire éventuellement après avec le réalisateur ou la réalisatrice. Mais il faut trouver un endroit où le texte va respirer en vous. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir d'un seul coup imaginer que ce personnage, c'est vous. Par votre talent, par votre analyse du texte, par tout ça. Donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes. Et le coaching, en fait, il ne prend jamais la place du réalisateur ou de la réalisatrice. Simplement, il vous fait travailler à un endroit qui est propre à vous. Parce qu'il y a un œil extérieur et on va dire, OK, et si on va chercher à cet endroit-là, qu'est-ce que ça donne? Si on va là, qu'est-ce que ça donne? Toi, tu te sens comment par rapport à tout ça? Et ça peut être aussi enlever des scories qu'on a pris l'habitude d'avoir. Ça peut être, c'est rentrer le texte aussi dans le corps. Parce qu'on joue avec son corps, on ne joue pas avec sa tête. Je ne sais pas si ça... Ouais, Et pour les langues aussi, c'est intéressant. Oui, tout à fait. Mais j'aurais tendance à dire quand même, travailler avec un coach, c'est super, mais il faut faire attention à ne pas travailler que dans un sens, je pense. Tu vois, pour pas être bloqué sur cette manière de travailler, si tu arrives et que le réalisateur voit carrément autre chose, il faut être capable de pouvoir changer, être modifié, quoi. Ouais, c'est ce que je disais. Le travail, normalement, il doit se faire sur toute la largeur de votre jeu pour ne jamais être déstabilisé. Si on dit, OK, c'est super, je veux absolument le contraire. Et là... Mais en fait, non, c'est pas grave. On travaille, on essaye des choses, on cherche des choses. Donc, il faut aussi un peu lâcher la certitude qu'on est la vraie bonne personne. Parce que quand vous venez en casting, vous êtes sûr, certain, que vous êtes le bon acteur, la bonne actrice pour ce rôle. Déjà, généralement, les premiers rendez-vous, vous n'avez pas tout le scénar. Donc, prenez un peu de recul par rapport à ça. Alors, nous, on vous a choisi pour vous mettre dans le casting. Super. Mais maintenant,
comment est-ce que vous pouvez être certain d'une chose dont nous-mêmes ne sommes pas certains? C'est-à-dire qu'on est à un endroit de recherche. C'est-à-dire que ni le réal ou la réal, ni nous, en fait, on cherche, on construit. Et il y a un moment donné, on va reconnaître la bonne personne. Mais comment est-ce que vous pouvez en être plus sûr que nous? Et ça me paraît assez peu probable. Mais c'est bien, hein. Mais c'est ça qui dédramatise aussi, je trouve, c'est le fait de se dire, nous aussi, à ce moment-là, on est en recherche du personnage, oui, donc c'est un vrai laboratoire, en fait, le Parce casting. que nous, on vous identifie comme étant une des personnes possiblement correspondantes au personnage. Ça, c'est génial. Mais le reste, et puis on construit un film pas avec un comédien ou une comédienne. On a 40, 60 rôles à distribuer dans lesquels il va falloir aussi qu'on trouve des équilibres. Et pas du déséquilibre. Et alors, du coup, sur ces belles paroles, parce que ça va venir forcément, mais ok, d'accord, toute cette préparation à un casting, mais encore faut-il la voir, la convocation au casting. Et du coup, je suis sûre que ça va arriver dans les questions, donc comment trouver un casting? Comment on accède à un casting, comment on accède à une annonce de casting et tout ça. Alors, j'ai juste envie de faire une toute mini plaisanterie. Pour ceux qui ont la référence, il suffit de traverser la rue. Oui. Bien évidemment. Complètement. Donc, comment trouver un casting? Alors là, ça va être un peu, la question est un peu vaste, mais du coup, ce qui serait intéressant, c'est de savoir, parce que je pense que beaucoup de comédiens n'ont pas forcément la connaissance de tout le processus d'un directeur de casting à partir du moment où il reçoit un scénario et où il fait la première réunion avec la production ou le réal, enfin tout ça. Donc, quels sont peut-être vos processus classiques, on va dire? Non, allez Nathalie. Je sais pas. C'est quoi la question? Vous pouvez répéter la question? Les grandes lignes, parce que évidemment, on sait bien que chaque projet est unique et que de toute façon, en fonction du réal ou de la prod avec qui vous allez travailler, ça va légèrement être différent. Mais certains comédiens vont vous dire, je pense, oui, mais où sont les annonces de casting? Donc, je pense que ce serait intéressant de savoir quel est, vous, votre processus un petit peu. Ouais, mais alors... en fait, il y a autant de méthodes que de directrices de casting, déjà. C'est-à-dire que tu donnes un scénario à Laurent, tu donnes un scénario à Sandy, tu donnes un scénario à moi, à Fanny, à Gigi, à Coca, ça ne sera pas la même distribution. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est que de l'humain, le matériel. Et donc, ça veut dire que, bon, ça c'est quelque chose que je répète depuis 30 ans, mais c'est un truc de goût aussi. Alors, bien sûr qu'on essaye d'être les plus ouverts et disponibles possibles, mais tu ne peux pas aller contre un truc où... Enfin, comment dire, pour ne pas être maladroite... Toi, tu vas prendre un lion. Hein. En fait, vous ne serez pas aimé par tout le monde. Voilà, vous ne serez pas aimé par tout le monde. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, aujourd'hui, à l'ARDA, on est 94. Donc, ça commence à chiffrer. Plus ceux qui n'y sont pas. Donc, une bonne vingtaine ou 30, je ne sais pas. Donc, ça fait du monde quand même. Donc, il y a forcément des gens qui vont vous aimer dans le tas. Mais c'est pas grave en fait. On a des familles d'acteurs, mais c'est pas une histoire de potes. C'est une histoire de sensibilité. Entre nous, on parle. Parce que en fait, la question c'était comment tu commences à travailler, mais en fait forcément, je déborde là-dessus parce que on parle entre nous, on parle d'acteurs et on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On n'a pas la même vision, on n'a pas le même goût. Et donc ça, c'est pas grave. Donc forcément, on travaille tous différemment.
Par contre, c'est vrai que les Français, ils n'envoient pas beaucoup de breakdowns et ils font pas beaucoup d'annonces. C'est pas dans notre culture. Je pense que chez nous, comme par exemple les Allemands envoient vachement des breakdowns, les Anglais aussi, les Américains. Nous, on travaille un peu façon pas en sous-marin, mais c'est de l'artisanat, quoi. C'est-à-dire, on va réfléchir aux gens qu'on a vus dans l'année, qu'on a beaucoup aimés, dans tel spectacle. On fait des listes. Moi, je note des trucs partout. Je suis dans le métro, je repense à quelqu'un, je me le mets dans mon téléphone. Il y a vos anciens essais. On garde tout, nous. Donc, puis on surfe, évidemment, une grande partie du temps, le soir, surtout. Sur les sites des agents pour voir tout le monde. Est-ce qu'on j'ai forcément oublié des gens? Bien sûr, on oublie des gens, c'est obligé. Vous êtes trop nombreux. Mais après, c'est vrai que quand on lit un scénario, il y a des idées qui viennent tout de suite, qui surgissent. Donc on les note. Qu'est-ce qu'il y a? Trop long? Non, vas-y. Non. Donc moi j'ai l'impression on est beaucoup à travailler comme ça, c'est-à-dire on fait nos petites listes nous-mêmes, mais c'est pas forcément les listes des stars, c'est les listes des seconds rôles. Et puis aussi il y a aussi un côté, on a envie d'être un peu généreux avec des gens qu'on aime beaucoup, qui n'ont pas de boulot, dire oh putain il faut que je mette ce truc là parce que il va être chouette et en plus il est dans la merde. Donc, mais après il faut arriver à convaincre un réalisateur de tout ça. Mais voilà, je sais pas comment. Hein. Moi, je travaille comme ça, c'est-à-dire je lis et puis je relis une deuxième fois et puis il y a des idées qui arrivent et puis je note de partout. Il y en a de partout, c'est le bordel complet. Et après, j'essaye de mettre en place par personnage et le truc, c'est qu'en fait, avant, on avait beaucoup plus de temps. Donc les grandes listes d'idées, parce que moi j'ai gardé mes cahiers, et c'est fou quoi, parce que je vois sur la page de gauche, il y a le nom du personnage, et il y a 25 noms. Je me disais waouh. Et en fait, je voulais convoquer 25 acteurs, et je convoquais 25 acteurs pour ce rôle. Et il y avait 50 rôles, et moi je faisais la même liste partout. Alors il y en a qui sautaient de temps en temps parce qu'ils n'étaient pas libres, parce que machin. Mais aujourd'hui, tu fais ça, mais t'es viré. Parce qu'en fait, on a plus de temps. Enfin, c'est très difficile quand tu annonces, moi j'ai besoin de 3 semaines. 3 semaines ? Mais pourquoi faire ? C'est beaucoup trop. Cut. Non, je partage tout à fait ce que tu dis. En fait, notre mode de fonctionnement reçoit le scénario. Je repars pour le début. On reçoit le scénario, donc soit de la part du réal ou de la réal, soit du producteuriste, de la producteuriste, je ne sais jamais, je vais y arriver un jour. On lit le scénario, s'il nous plaît, on se rencontre, on commence à essayer notre travail, il est de rentrer aussi dans la tête des réalisatrices. Alors parfois, il y en a qui font obstacle, parfois non. Et d'essayer de leur trouver les personnes qui les font rêver pour réaliser leur film. C'est des coups d'amour, c'est des reconnaissances qui existent. Donc, une fois qu'on s'est mis là, on va chercher, on va essayer de rentrer dans leurs cases à eux, et puis on va aussi rentrer dans nos cases à nous, parce qu'on nous a choisis, parce qu'on a un goût particulier, parce qu'on sait faire des mélanges de gens qui sont intéressants et qui ont une patte. Et l'idée, c'est un mélange de tout ça. Donc ça, c'est un vrai truc. Et après, dans le déroulement, une fois qu'on est à peu près d'accord, on convoque les gens, on leur envoie les textes, on fait des essais, on montre les essais, on décide avec producteurs et réalisatrices ce qui sera notre casting final. Voilà, ça c'est vraiment le déroulement. Idéal. Bon, évidemment, après, il y a des gens qui sont plus dispo au dernier moment, et puis finalement, ça nous arrive de confirmer des gens, et puis le producteur qui fait « Non, mais en fait, j'ai pas du tout envie qu'il ou elle soit là. » Non, mais c'est pas possible, on peut pas faire ça. « Ah, si. Mais tu vas l'appeler ? Ah non. » Donc on est aussi là pour... Notre travail, c'est un travail d'être humain, de petites fourmis humaines, j'ai envie de dire. Et il faut qu'on soit un peu à tous les endroits. Il y a un travail de psychologie aussi avec les réalisateurs, réalisatrices.
Et avec les acteurs et les actrices. Ouais. Quoi, non? Bah si. Il y a aussi un petit point, on va alors sans les engueuler s'il vous plaît, je voulais aborder le sujet des, je sais qu'on en parle régulièrement entre nous, mais les choses à ne pas faire qui peuvent vous faire bondir d'énervement ou de rage, pas forcément dans leur mail ou tout ça, mais Ne pas savoir son texte. Oui, non, alors ça évidemment, enfin ça paraît d'une logique folle, mais non, mais on sait qu'il y a une multitude d'offres pour les acteurs qui leur vendent beaucoup de rêves. Et est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Je comprends pas de quoi tu parles. Les pièges des organisations, on en parle régulièrement, mais là où les ateliers, les ateliers avec les agents. Ah, si tu es. Oui, ce qui vous énerve. On avait répété, les gars. Différent parce qu'en fait, pas du tout répété. qu'est-ce qu'il faut pas faire de la part des acteurs envers nous, et puis après c'est un autre sujet. Voilà. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire de manière générale, oui, envers vous, et après là où il ne faut pas aller. C'est comme Laurent, c'est-à-dire venir sans savoir son texte. Enfin, c'est pas possible, quoi. Ça n'existe pas. Parce que vous envoyez des signaux, c'est-à-dire vous êtes actrice, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous ne faites pas, c'est des signaux. Donc, qu'est-ce que vous envoyez comme signaux? Tu arrives au casting, tu ne sais pas ton texte, tu envoies un signal que tu n'es pas professionnel. Donc, ça ne crée pas la confiance. Moi, je vais me dire, mais alors attends, si tu ne sais pas ton texte au casting, tu vas le savoir sur le plateau? Oui, je vais le savoir. Oui, mais alors en fait, la réponse c'est ouais, mais sur le plateau, oui. Moi je mérite pas le travail. Ok, d'accord, ça commence mal. Donc ça, c'est des trucs pas possibles, quoi. Une chose aussi pas possible pour moi, hein, c'est que vous avez un. Oui, j'ai pris le bleu. Vous travaillez sur votre image. On est d'accord? C'est la première chose extérieure que vous nous présentez. À la tienne, Mathilde. Il y a une chose, c'est que quand vous venez passer des essais, alors je sais, je vais vous dire des trucs qui vont vous horrifier. Alors prévoyez dans votre petit kit de voyage de comédien un petit papier japonais qui permet de ne pas briller. Merci de venir avec des cheveux propres. D'avoir mis du déodorant. Ouais, je sais, ça paraît dément. Hein. Je vous jure, ça fait un peu plus de 25 ans que je fais ce métier. Ça marche toujours, ces petits conseils. Il y a une chose qui est importante, c'est faites attention à ce que vous allez nous présenter comme image de vous. Si vous venez pour un rôle je sais pas, d'un avocat, que vous arrivez en jogging, parce que vous n'avez pas eu le temps de vous changer, parce que vous sortez du sport, vous êtes tout transpirant, ça sent la mort. Honnêtement, c'est pas... Voilà, faites attention à vos photos, faites attention à ce que vous postez sur les réseaux. Parce que la beuverie du samedi, où on est tagué, c'était hyper cool. Alors moi, perso, je m'en fous, mais si vous avez un producteur ou un réal qui est un peu pointilleux, il va faire « Non, mais ça, c'est pas possible ». Donc, ayez une vie privée, mais vous n'êtes pas obligé de tout exposer. Ce qui est important, c'est de savoir que vous êtes tout le temps en travail. Tout le temps. Donc, prenez soin de vous. Alors, postez pas des photos de vacances au bord de la piscine, alors qu'on vient d'appeler l'agent et qui nous dit « Ah ben non, il peut pas venir, il va te faire une tape, il tourne ». Il tourne peut-être autour de la piscine. Ah ouais.
Et non, mais je repensais juste à ce qu'on disait tout à l'heure. Si. C'est vrai que quand vous avez du matériel, profitez-en, bossez quoi. Si vous avez un scénario, lisez-le. Si le réalisateur a fait des courts-métrages, regardez-les dans la mesure du possible. Voilà, profitez-en quoi, parce que c'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, c'est vrai que moi j'ai déjà eu des comédiens qui arrivaient, ils n'avaient pas lu alors qu'il y avait la possibilité de le faire, donc c'est dommage. Ouais, mais j'ai pas le temps. Voilà. Je vais promener mon chien. Non, je dis ça avec beaucoup de gentillesse, mais gardez vraiment en mémoire que on est dans une industrie, il y a de l'argent et on parle de travail. Alors, oui, évidemment, le fait d'être acteur, actrice, c'est hyper important, c'est hyper joyeux, mais c'est du boulot. Je suis rabat-joie. Hein. Non, mais très bien. D'accord. Alors, ouais, donc, non, j'ai stipulé aussi, parce que je sais que c'est un point que vous vouliez aborder tout à l'heure, j'ai stipulé que vous étiez tous les trois référents VMSS pour à l'ARDA, et du coup, aussi stipuler que parler justement de ça, peut-être en développer un petit peu et faire attention aux dérives qu'il peut y avoir dans le casting et pas que dans le casting. Et pas que dans le casting, évidemment. C'est plutôt mais je sais que c'est un sujet que vous vouliez aborder justement. Donc. Non, tu peux commencer, je prendrai la suite. Oh, merci madame. Est-ce que VMSS c'est clair pour tout le monde? Est-ce que VHSS c'est clair? Plus, bon c'est la nouvelle appellation, donc qui reprend violence morale, sexiste et sexuelle. Ok. Normalement, tout le monde doit se former à ça. On est d'accord, mais comédiens compris. Hein. Ouais, et vous devriez la faire. Hein. C'est hyper important. D'abord, c'est hyper important parce qu'on apprend beaucoup de choses, même sur soi. Même si on n'a pas l'impression d'être la personne la plus harceleuse du monde ou la plus violente du monde. Mais on apprend une chose qui est extrêmement importante, qui est le respect de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, c'est l'autre, il n'est pas comme nous. Alors, il y a des choses qu'on peut faire entre Nathalie, moi et Sandy, parce qu'on a un degré d'intimité qui est particulier, que je ne vais peut-être pas faire avec Julia. C'est tout ça, c'est des vraies différences. Je ne dis pas ça parce que son mari est là, mais... en fait, il y a des notions de consentement qui existent. Il y a des notions donc je vous demande vraiment de pouvoir vous renseigner là-dessus. Je pense qu'au niveau de Paris Cours de Vent, il doit y avoir plein d'infos qui circulent à ce sujet-là. Il y a des choses qu'on accepte et il y a des choses qu'on n'accepte pas. Par exemple, la nudité en casting, ça n'existe pas. C'est non. Je veux l'entendre, c'est voilà. C'est jamais. C'est hors de question. Si nudité existe dans le... Même si on vous demande une photo en maillot de bain de vacances, c'est non. C'est non. C'est interdit. Jamais. Jamais. Donc pas de vacances. Donc évidemment, il y a une chose qui apparaît un peu importante dans nos métiers, et là j'inclus aussi les métiers du théâtre, c'est-à-dire qu'un réalisateur, un metteur en scène, un producteur va avoir une certaine ascendance entre parenthèses. En tout cas, il y a une différenciation de pouvoir. Mais c'est non. On est dans le travail. Donc dans le travail, on ne nous parle pas mal, on ne nous met pas une main aux fesses, on ne nous vole pas un baiser. Il existe de plus en plus de gens qui se forment à la coordination d'intimité. Donc tout ça,
quand c'est répété, que c'est chorégraphié, c'est hyper beau. Et on dit stop à tel endroit, tel endroit. Et quand on dit oui pour tourner une scène un peu haute avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous avez dit oui pour toute votre vie. C'était pour une fois. Donc le consentement, ça se donne, mais ça se reprend. N'oubliez jamais ça. Et si vous êtes OK pour, je ne sais pas, qu'on vous mette la main sous le sein lors d'un tournage, merci le téléphone, vous n'êtes pas forcément OK pour qu'on vous touche le téton. Donc tout ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Un baiser sur la bouche, c'est pas une langue de bœuf qui rentre. Oui, je vous jure, c'est hyper plus parlant comme ça. donc il faut faire attention. Et puis, il faut faire attention à une chose qui est aussi qu'on a tous notre vécu. Et ça veut dire faire attention aussi à nos paroles. Je vais prendre un truc, ça va la choquer, mais c'est ma grande amie. Avec Nathalie, on s'appelle les petites salopes. Mais c'est un petit mot gentil entre nous. D'accord ? Je vous avais prévenu, hein. Elle n'est pas bon public du tout. Mais d'un seul coup, on a inclus aujourd'hui Sandy avec nous. Et tout à l'heure, je vois Sandy d'un élan comme ça. Je fais « Oh, ma petite salope !» Et là, elle me fait « Mais ça va pas bien dans ta tête ou quoi ?» Bah oui, je lui ai pas demandé son consentement. Et puis en plus, ça, c'était que notre histoire à tous les deux. Et nous, on n'en est pas à ce point-là de notre relation. Donc voilà, c'est en fait même des petits mots comme ça qui peuvent blesser les autres. C'est pas des petits mots. Bah, ça dépend. Non, voilà, en fait, c'est juste pour dire que parfois, on ne se rend pas compte qu'on dit des choses qui peuvent nous paraître anodines, même si salope, c'est pas du tout anodine. Anodin, comme dirait Brigitte, non ? Non, c'est encore une deuxième plaisanterie. Mais voilà, c'est juste pour dire que des fois, il y a des choses qui peuvent blesser les gens dont on ne se rend pas compte parce qu'on n'a pas vécu la même chose. On va dire des trucs. Parce que là, on s'égare un peu. C'est très important que vous la fassiez, cette formation. C'est gratuit, c'est pris en charge par l'AFDAS et ça vous ne perdez pas vos droits. C'est très important. Parce que vous allez avoir des outils pour vous protéger. Parce qu'en fait, il y a effectivement des abus de pouvoir, malgré tout, toujours. Il y a un réalisateur, il y a un premier assistant, il y a un chef-op. Et tous ces mecs-là, c'est des chefs. Bon, il y a des femmes aussi qui sont pas très cool. C'est des chefs. Donc, ça veut dire qu'ils ont ou elles ont effectivement un ascendant sur vous, comédiens. Au casting aussi, il y a des gens qui se comportent mal. C'est pas parce que vous êtes en demande de travail, c'est pas parce que vous êtes en plateau sur un petit rôle que vous devez vous laisser maltraiter. C'est niette, jamais. Pourquoi ? Il n'y a aucune raison. Et le fait de faire cette formation, vous aurez les outils pour répondre à ça. Il y a des lois, elles sont écrites noir sur blanc, des SMS. Des SMS, tu vois, moche, la nuit, à 2h du mat', c'est du harcèlement sexuel. Vous les gardez, vous faites des photos d'écran et vous allez porter plainte. C'est interdit. C'est interdit par la loi. C'est écrit noir sur blanc. Donc en fait, renseignez-vous et puis surtout, faites cette formation, c'est super important. Parce que on entend encore des histoires aujourd'hui, alors que ça devrait quand même s'arranger. Il faut avoir le courage. Oui, mais alors la réponse c'est oui, mais enfin tu comprends, alors il ne va plus jamais m'appeler. En fait, si quelqu'un vous fait du mal, vous agresse, vous harcèle, vous parle mal, vous vous en foutez pas qui vous appelle plus. Enfin, moi, un gars qui me traiterait comme ça, mais je m'en fous qu'il m'appelle plus. Au contraire, qu'il ne m'appelle plus jamais. Donc, il y a aussi, la vie, c'est des choix. Donc, il faut faire des choix, en fait. Si c'est un mec ou une gonzesse se comporte mal avec vous, il faut le dire, il faut résister, il y a des lois. Et surtout, c'est une histoire de self-esteem, c'est-à-dire, tant que vous ne faites rien, il y a quelque chose dans votre tête, dans votre cerveau, dans votre corps qui dit « t'as rien dit, t'es faible, t'es lâche, c'est minable. » Et en fait, c'est terrible. Il faut avoir de l'estime de soi. Donc, il faut prendre des décisions. Et même si ce mec vous appelle pour du travail, tant pis, on est 94. Ça devrait aller.
Et vous n'allez pas être blacklisté parce que vous ne faites pas un truc comme ça. Non, alors ça, c'est aussi la légende urbaine. Non, on ne va pas porter plainte parce qu'on va être blacklisté par l'ADA. Mais enfin, vous êtes folle. Au fou, mais pourquoi on vous blacklisterait parce que vous portez plainte contre un agresseur? Ça ne va pas. On va vous soutenir à fond les ballons. Il faut arrêter le délire aussi là, du blacklistage. Donc, faites la formation. Tout ça. C'est ça. Il y a un point dans le casting qu'on n'a pas abordé et qui t'intéressait, qui t'intéresse particulièrement, Sandy, je pense. C'est l'inclusion, du coup. Et tu voulais un petit peu nous parler de ça. Non, mais ça fait partie des valeurs que défend l'ARDA aussi. Donc, je pense que c'est intéressant d'en parler 2 secondes. C'est vrai qu'on essaie en fait au maximum. Les directeurs et directrices de casting essaient d'aller un peu au-delà de ce qui est écrit, voilà, dans le film. Donc parfois il y a des rôles masculins qu'on va transformer en rôles féminins et vice versa d'ailleurs. On va pas attendre qu'il y ait un certain prénom pour appeler des gens de la diversité. Moi aussi ça fait plusieurs fois que je travaille sur des films avec des personnes en situation de handicap, donc j'essaie aussi de penser à ça maintenant. Je me dis en fait j'ai pas envie d'attendre que ce soit écrit pour essayer d'appeler ces comédiens-là. Voilà, et ces comédiennes-là. Donc voilà, c'est juste ça que j'avais envie de dire. Ça fait partie de notre travail. Ouais, ça fait. Tu veux. Oui, non, mais tu vas dire la même chose. Ça fait partie de notre boulot de bouger les lignes, quoi. C'est pour ça qu'on est là. Et je pense qu'on essaye toutes et tous depuis des années. C'est vraiment, c'est du boulot de longue haleine. Hein. C'est toujours pas gagné quand même. Hein. Non. C'est pas gagné non plus parce que beaucoup de producteurs sont des hommes blancs, cisgenres de plus de 50 ans. Voilà. Donc, on fait partie quand même d'un endroit où l'évolution, elle est en cours, mais c'est pas facile tous les jours. Et où, en plus, à chaque fois qu'on a des propositions qui sont, on va dire, pas différentes, mais en tout cas qui sortent de leur imaginaire, on nous pose la question de justifier nos choix, comme si on ne vivait pas tout à fait dans la même société. Voilà, juste pour vous expliquer très, très rapidement. Ouais, j'ai même entendu, parce que pour changer les rôles de mecs en femmes, ça fait quelques millions d'années que je le fais. Bon, alors c'était impossible il y a 25 ans, maintenant ça marche beaucoup mieux. Mais quand même, le 50-50, ça c'est fait. C'est bon là, enfin on en a quand même. Combien on en a 8. Oui, je lui dis oui, mais on a 15 mecs, donc on devrait avoir 15 meufs. Ah ouais, non mais bon là ça va quoi. Donc on en est quand même encore là. Hein. Parce que quand c'est des hommes qui réalisent, qui produisent et ils ont trop de mal quoi, à concevoir le monde autrement parce qu'ils voient le monde par leur spectre à eux et c'est fatigant. Hein. C'est fatigant. C'est fatigant, mais on aime ça. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a tout ce travail que vous avez, vous, de déconstruction des clichés, en fait, par votre recherche, qui n'est pas forcément connue de tout le monde et qui est très intéressante aussi. C'est parmi vous, dans les réunions avec réal et prod qui peuvent être très dynamiques, on va dire. Le mot dynamique est extraordinaire. Merci, Julia. Avec plaisir. Je pense que, parce que vous êtes nombreux, donc on va laisser. Je pense que, sauf si vous avez des choses à rajouter, mais je pense qu'on peut, on peut passer. On va commencer à passer aux questions-réponses. Donc, petit rappel, s'il vous plaît. Je te le fais le rappel. Ah non. Hein, tu m'as piqué le plaisir de ça. oh, pardon. Ah oui, oui, forcément, oui, Nathalie. Voilà. C'est interdiction. Interdiction de dire oui, alors moi, mon agent. Non. Des questions générales pour l'ensemble, pour tout le monde. D'accord ? Si c'est une question personnelle, on ne répondra pas. Alors, la seule question personnelle à laquelle je veux bien répondre, c'est que je chose du 44. Bonjour. J'ai une question pour revenir sur les bandes démos. On a parlé des extraits, des vidéos plus ou moins pro. Qu'est-ce qu'on pense des captations de théâtre dans des bandes démos dessinées au cinéma? Non. Très clair, merci.
Et question juste, parce que alors moi je dirais non aussi, mais pour le théâtre, par exemple, on Oui. peut envoyer du théâtre? Non, Non plus? non, Ok, ça je Non. ne sais pas, c'est pas mon domaine. non. Le théâtre filmé, en fait, ça marche pas très bien. Et malheureusement, c'est rarement très bien capté. Bonjour. Bonjour. Je voulais vite fait revenir sur la partie, mais comment donc on trouve des castings? Parce que, voilà, finalement, Nathalie, tu as dit que vous faisiez un peu votre tambouille et que du coup, en France, on était un peu par en dessous, on va dire. Donc en fait, la réponse, c'est que de nous-mêmes, on n'a pas trop d'efforts, enfin, on peut pas trouver des castings tout seul, quoi, en fait. C'est ça que... Pourquoi ? En Non, gros, on n'a pas mais accès, c'est vrai que moi, j'ai pas. Je suis curieuse de savoir ce que mes collègues vont dire, mais c'est vrai que j'ai pas de recette magique, j'ai pas de réponse vraiment précise, parce qu'effectivement, il y a des gens qui postent des annonces, il y a des gens qui envoient des breakdowns. Il y en a beaucoup des breakdowns français, Julia? Sur Filmmaker, s'il y en a. Hein. Oui, sur Filmmaker, s'il y en a, parce que vous travaillez, c'est bien. Il y en a, j'ai pas de nombre exact, mais comme tu l'as dit parfaitement, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail, et moi je le vois de mon point de vue, parce que je vois je vois la partie immergée de l'iceberg, mais il y a tout un travail de recherche de la part des directeurs de casting qui vont faire des recherches dans la base de données sans poster une seule annonce. Mais par contre, les comédiens, ils présentent les comédiens à la partie réal, à la partie prod, à la partie chaîne. Enfin, voilà. J'ai pas de nombre exact Mais tu es d'accord que culturellement, la France, les Français font pas tellement on est complètement à part. C'est d'ailleurs pour ça que mes filmmakers, enfin mes collègues ont parfois du mal à saisir le marché français. Et on est complètement à part, on fonctionne totalement différemment de l'Allemagne, comme tu disais, et de l'Angleterre, parce qu'en Angleterre, alors Filmmakers est partenaire avec Spotlight, donc il y a les annonces Spotlight qui passent aussi par Filmmakers, mais c'est vrai qu'en Angleterre, c'est systématique. Ouais. Un directeur de casting a un projet, il va chercher n'importe quel rôle, à part s'il est sur une consultation, il va poster une annonce. C'est automatique. En France, non. J'ai une quantité astronomique de directeurs de casting qui nous utilisent, donc qui utilisent Filmmakers quotidiennement et qui ne vont jamais poster d'annonce. Absolument jamais. Et c'est pas une question qu'ils ne les postent pas sur Filmmakers, c'est qu'ils ne les postent pas tout court. Voilà, ils ne font que de la recherche. Donc, pour répondre à la question, avant tout, avoir un outil de visibilité. Oui, je fais la promo de Filmmakers, mais effectivement, un outil de visibilité comme Filmmakers qui vous permet d'être trouvable, d'être visible, et un outil pro, du coup. Voilà. Et après, il y a aussi quand même, vous avez forcément des potes qui ont des agents. Et moi, je ne comprends pas le manque de bienveillance ou de partage ou de générosité. Si vous avez des potes qui ont des agents, ils devraient pouvoir vous informer des castings en cours, quoi. C'est ça qui serait cool. Et ne pas vouloir partager l'information, c'est ridicule, c'est minable. C'est parce que j'ai eu le sujet il y a quelques jours. J'ai une actrice qui m'a appelée, enfin bon bref, et en fait j'étais très choquée. C'est-à-dire que quelqu'un dans ton entourage de potes est convoqué à un casting et veut pas donner le nom ou le contact du casting du projet, c'est nul, c'est pas généreux. Et en fait, cette personne, elle pense qu'elle va être la seule à être convoquée. Bah non. Donc déjà, c'est débile. Et en plus, je trouve que c'est tellement pas cool qu'à mon avis, il y aura un retour de karma. Non, parce que franchement, c'est moche. Non, mais bon, vous avez tous des potes qui ont des agents. Voilà, il faut essayer de partager l'information. C'est devenu difficile quand même, ce métier, je trouve, aujourd'hui. Non, puis je rebondis sur ce que tu dis, parce que j'adore rebondir. C'est juste qu'il y a, comme on vous disait, la chance ultime que vous ayez ce rôle, elle est tellement mince, parce que vous êtes sûr que vous êtes la meilleure personne. Mais peut-être que c'est celle d'à côté la meilleure. Donc il faut lui partager. Voilà. Mais pour trouver réellement, c'est vrai que moi, je me sers beaucoup de la base de données.
poste assez peu de choses, sauf les recherches impossibles. On en est tous là. Mais déjà, sur les bases de données, on a énormément de gens. Justement, ça me fait penser à où tu disais, t'appelles ça le mouton à 5 pattes, Sandy, j'aime beaucoup. D'où l'intérêt sur vos profils, quelle que soit la plateforme, d'où l'intérêt que vos profils, que n'importe quel accent parlé, que n'importe quel skill, compétence, merci, que n'importe quel point comme cela soit notifié dans votre CV, dans votre profil, parce que effectivement, peut-être que vous êtes le mouton à 5 pattes du prochain projet de Sandy, en fait. Et donc, voilà. Elle adore les moutons à 5 Voilà. pattes. Et donc, ça, je pense que c'est très, très important. Ça ne vous desservira pas de... si, comme on dit, la compta, effectivement, peut-être que... Sauf Non, pour aider ça Nathalie... ne dessert pas. Ouais, à part sur un projet perso de Nathalie, mais en fait, c'est des choses qui puissent nous servir et vous servir surtout dans votre jeu d'acteur. Oui. C'est ça qui est intéressant. Non, mais par contre, si tu sais jouer vraiment bien du ukulélé, il faut le mettre. Voilà. Parce que Mais tellement. On adore ça. Oui. Mais Est-ce par qu'il y a des contre, gens qui jouent du ukulélé? Ah. 1, 2, bah voilà. On va pouvoir faire un orchestre, une banda de ukulélé. Donc bonjour, moi c'était plus une question générale sur l'industrie parce que vous l'avez vu évoluer en 25 ans de métier. Moi je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit, Nathalie, quand vous avez dit moi il me faut 3 semaines et quand vous avez dit quoi, mais c'est beaucoup trop, enfin, ça me semble pas déconnant pour un long métrage. Pour un long métrage, 3 semaines, moi j'accepte pas. Hein. c'est ça. Non, mais en plus, moi, on a connu quand même une époque où tu avais un directeur de prod qui t'appelait, qui disait ouais, Nat, t'es dispo pour commencer la semaine prochaine? Je dis bah ouais, ça dépend, c'est quoi? Alors bon, ces trucs et tout, oh, bah vas-y, on voit. Alors ok, tu reçois le scénar, tu lis, puis tu dis ah ouais, c'est bien. Il y a plein de rôles, en plus c'est amusant, tout ça, machin, tu rappelles le mec, tu fais oh, bah ouais, c'est bon, bah écoute, tu commences lundi, je t'ai prévu 8 semaines, si ça suffit pas, de toute façon on reparle. Voilà, ça c'était la vraie vie, parce qu'un scénar avec 45 à 50 rôles, c'était 8 semaines, pour faire des essais, pour rencontrer des gens, pour faire des recherches, puis attends, moi j'ai commencé, il n'y avait pas Internet, donc on recevait les agents avec les books, donc il y avait déjà une semaine, oui, oh, bah, c'est pas avant la guerre de 14 non plus quand même, hein. Bah, l'autre qui fait waouh. Alors, quand Oui, même, oui. hein. Ça a évolué très vite, hein, rappelons-le quand même. Donc les agents, ils venaient avec leur book, on parlait et on créait une relation en plus avec les agents de confiance. Donc ça, c'était super. Et effectivement, maintenant, les mecs te proposent 3 semaines pour faire un long métrage et c'est pas possible. C'est pas possible. C'est parce qu'ils font... Oui, mais je vais encore me cramer, moi. C'est parce qu'ils prennent plus de marge. Donc ils ont moins de thunes, mais ils prennent plus de marge. Voilà. Je me permets d'enchaîner. Bonjour. Par ici, juste ici. Micro orange. Bonjour, micro Bonjour. orange. Est-ce que vous auriez des outils? Non. Ok, merci Laurent. C'était rapide. Non, mais par exemple, le magazine Le Film Français. Parce que moi, j'ai toujours l'impression d'être un tout petit peu en retard sur l'information de cette chose-là. Ce projet est en train de se créer. Parce que vous êtes à toutes les initiatives de projet. Vous êtes là dès le début, le premier jour pratiquement. Et donc, comment moi, en tant que comédien, j'arrive à avoir l'information pour vous contacter en temps et en heure pour quand vous êtes encore en phase? Donc, est-ce que le Film Français, par exemple, répertorie les productions qui sont en cours et du coup, ça me permet d'avoir des informations, etc. C'est un peu tard déjà, en fait. C'est déjà trop tard. Bah, en même temps, ça dépend. Moi, je suis pas hyper d'accord avec mes cops. Mais parce qu'en fait, si on regarde dans ce qui va être produit dans le temps, ça permet déjà de savoir des choses. En tout cas, de vérifier. Oui. On peut jeter un œil en amont. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est dit que c'est rentré en production réelle, généralement, nous, notre taf, il est quasiment fini. Mais c'est un très bon indicateur. Ouais, ok. Bon, merci. Écran total aussi. Oui, écran total. Mais c'est cher. Bonjour. Bonjour. J'avais une question parce que j'en entends pas beaucoup parler dans ce genre de conférences et tout. C'est qu'est-ce que vous attendez dans des callbacks quand il n'y a pas forcément de nouveaux textes ou de nouveaux acteurs? Enfin, à quoi ça vous sert? Qu'est-ce que vous validez en plus en fait? Alors, j'y vais. Tu vas après?
Ladies first. Non, mais disons que la différence entre les premiers essais et les callbacks, c'est que le réalisateur ou la réalisatrice est là, a priori, avec nous. Donc, c'est lui ou elle qui va vous diriger à ce moment-là. Donc, nous, on est plus là pour lui dire ah, bah, peut-être que tu as oublié ça, ou il faudrait peut-être essayer ce truc-là, mais normalement, c'est. Si c'est fluide, oui, normalement, oui. Mais je les laisse faire leur sauce, quoi. C'est vraiment eux qui savent ce qu'ils veulent, et voilà. C'est à ça que ça nous sert surtout. Voilà, c'est nous permet de confirmer aussi, même si c'est par exemple sur la même séquence ou sur une séquence différente. En fait, juste on va pousser les curseurs de jeu pour aller confirmer nos premières impressions, ce qui permet aussi de faire cette rencontre, comme tu le disais, avec les réalisatrices. J'ai réussi. Non, et qui permet aussi une vraie rencontre. Parce que c'est très bien qu'ils vous voient jouer une fois que nous, on vous a dirigé, mais il faut qu'il y ait une rencontre à un moment donné. Bonjour. Bonjour. Oui. Petite question, ça concerne les réseaux sociaux. Vous en avez parlé rapidement. Oui, peu importe. Peu importe. Du coup, c'est pour savoir quel est votre rapport, notamment, par exemple, tout ce qui est web-séries, qui sont en train vraiment d'émerger énormément. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez ou pas du tout? Voilà. Quel est le rapport par rapport à ça? Merci. Alors personnellement, j'ai pas beaucoup de rapport avec les web-séries, mais en fait, il y a. On a dit qu'on adorait ce rire. Non, en fait, j'en vois un tout petit peu, mais j'avoue que je privilégie tout ce qui est les autres moyens de présentation. Il y a déjà tellement de films, de séries, on ne sait plus où donner de la tête, quoi. Mais ça m'arrive d'en regarder. Ouais, pareil. Ouais, si ça passe, voilà. Mais c'est pas, je vais pas être assidu, mais je peux capter un truc qui passe et pourquoi pas, ouais. Bonjour. Moi, je vais au théâtre, alors. Moi aussi, je vais au théâtre. Bonjour. Hop. C'est là, juste devant vous. C'était juste un peu un rebondissement par rapport à la question précédente. Qu'est-ce que vous pensez des castings en self-tape? Et est-ce qu'il vaut mieux se déplacer pour un casting par rapport à un casting en self-tape, justement? Alors là, on va commencer par Sandy. Okay, on va avoir trois réponses différentes. Les self-tapes, dans la plupart du temps, moi, ça m'est utile quand les gens sont loin, quoi, à l'étranger ou pas à Paris. Parce que, évidemment, je culpabilise toujours un peu de leur demander de venir, de payer un trajet pour venir jusqu'à moi. Donc s'ils le font, avec plaisir, mais voilà, ça ne va pas me mettre forcément à l'aise au début. Ensuite, le présentiel, c'est quand même mieux, hein. Enfin, à 100%, je pense. Mais ça peut nous permettre parfois d'élargir, quand on a peu de temps, enfin personnellement, moi, ça peut me permettre d'élargir aussi le champ des possibles. Quand j'ai ma semaine qui est remplie de rendez-vous déjà en présentiel et que je me dis « Ah mince, j'aurais bien vu cette personne aussi », bah, parfois, je propose une self-tape et au pire, je la fais revenir pour la diriger. Mais ça peut m'aider, ouais, à rattraper mon retard un peu. Ouais, mais je suis d'accord avec Sandy, évidemment qu'on préfère le casting en live, évidemment. Parce que c'est une connexion, c'est organique, c'est comme ça que ça marche. En fait, c'est ça qu'on aime faire. Mais effectivement, quand on te propose 3 semaines au lieu de 8, bah, la self-tape, ça aide quand même. Donc effectivement, tu fais l'urgence sur place, et puis les agents, ils t'appellent, et puis ils disent, mais il faut absolument que tu vois un tel. Mais je vais le voir quand? La nuit. Tu vois, donc c'est plus possible, on n'a plus le temps. Donc, effectivement, dans ces moments-là, tu proposes à l'agent, écoute, la seule chose que je peux te proposer, c'est une self-tape. Et en fait, moi, j'ai plusieurs acteurs qui ont été castés grâce à ça. C'est-à-dire, la self-tape arrive, elle est vachement bien. Ben, je fais venir la personne à ce moment-là et on retravaille encore ensemble pour confirmer le truc. Et puis après, ça roule. Moi, je suis comme Sandy, j'ai pas envie que les acteurs payent des billets de train qui coûtent cher, de Lyon, de Bordeaux, de machin, de ce que tu veux, même en France, quoi, même pas forcément à l'étranger. Je trouve que la self-tape, bah, c'est une alternative. Les Anglais, ça fait des années qu'ils utilisent la self-tape. Les Américains, depuis le Covid, ils font toujours pas de casting en live. Ils sont en self-tape, ils font les callbacks en self-tape. Donc ouais, bon, moi je trouve ça horrible. Mais bon, donc nous, on est des petits joueurs à côté de ça, tu vois. Donc, et puis après, effectivement, quand tu as une recherche un peu
un peu difficile. Tu sais que les agents vont te mentir quand tu cherches des trucs, parce que les agents, ils te disent toujours que leurs acteurs, ils montent parfaitement à cheval, ils parlent couramment en russe, c'est toujours. Donc, du coup, pour être sûr d'avoir la vérité, j'ai fait une fois ou deux, pas beaucoup, hein, un open call sur Insta avec un lien Filmmakers où les gens s'inscrivent directement, ils mettent leur self-tape directement. Et là, pour moi, c'était le rêve, si tu veux, parce que je ne reçois pas 6 millions de mails qui font exploser mon ordi, qui sont impossibles à gérer. Là, tout est dans le projet, tu vois tout dans l'ordre, c'est génial. Merci, donc, Filmmaker. pourquoi se compliquer la vie et en plus, je cherchais une très jeune actrice, très physique, noire ou métisse, et qui parle anglais, américain, natif. Dans le lot, j'ai quand même eu des filles qui étaient blondes avec des taches de rousseur. Et donc, ça m'énerve. C'est la perte de temps, quoi. Mais t'essayes, là, tu passes en force. Mais enfin, tu crois que je vais te regarder? J'ai pas le temps. J'ai eu 107 candidatures. J'ai regardé les 107. C'était super. Alors, ça m'a pris une semaine, mais j'ai regardé tout le monde. J'aurais jamais pu le faire en vrai. J'aurais jamais pu recevoir 107 personnes. T'imagines le nombre de 2 semaines? Alors, oui, je suis passé au bleu. Moi, de mon côté, les self-tapes, je déteste ça. Donc, c'est vraiment, mais c'est le truc. Enfin, ça m'est arrivé pendant le Covid, évidemment, comme tout le monde, parce qu'on n'avait pas le choix. Et puis même quand les gens sont à l'étranger ou très loin en France, en fait, dans Filmmaker, on a une option qui est géniale, où on peut faire des essais avec les gens à distance et on peut aussi les diriger. On n'apparaît pas à l'écran. Et c'est assez génial à faire. Et donc, je préfère faire ça. Voilà. Mais ça, c'est mon truc très perso, parce que je trouve que les self-tapes, d'un seul coup, il y a des gens qui savent très bien faire des self-tapes, mais qu'on n'aura pas rencontrés. Et ouais, c'est des champions de la self-tape. Et puis, finalement, humainement, il va nous manquer un petit truc. Il y a des gens qui sont de brillants acteurs, mais qui sont extrêmement mauvais en self-tape. Donc, moi, mon boulot, ce que j'aime, c'est les acteurs et de pouvoir travailler avec eux. Donc, la self-tape, ça me frustre et ça les frustre. Justement, tu parlais de très mauvais en self-tape, mais n'oubliez pas que ça reste un casting aussi, la self-tape. Donc, on a parlé de l'importance de préparer son casting et du coup de préparer sa self-tape, son cadrage, l'environnement. Si on peut avoir une réplique, évidemment, c'est encore mieux. Mais voilà, ça se prépare aussi une self-tape et ça ne se fait pas comme ça, juste en 2 secondes. Ça a son importance. Je pense. Je pense aussi. Voilà. Non, et pour rebondir aussi sur ce que tu disais, Nathalie, sur... Je me permets parce que, alors oui, certes, je ne suis pas directrice de casting, pas faux. même si j'ai travaillé en casting, mais c'est surtout que j'ai les réactions, moi, des directeurs de casting par rapport à ce qu'ils reçoivent via Filmmakers. Et en l'occurrence, je pense qu'il n'y a rien qui peut plus énerver effectivement un directeur de casting que de recevoir une blonde aux yeux bleus pour un casting d'une personne noire ou métisse. C'est une perte de temps et clairement, ça vous desservira. Si vous lisez pas correctement le brief, en fait. Ouais. Je cherche une actrice noire ou métisse, et en fait, t'es blonde, t'es rousse, et tu t'essayes quand même. Et puis, en fait, c'est quoi le message que t'envoies là? Moi, ça m'a gavé, mais grave. Voilà. Et moi, je voulais juste ajouter un petit conseil sur les self-tapes. Comme le dit Julien, une self-tape, ça se travaille comme un casting. C'est-à-dire que ne vous mettez pas à chercher ce que vous allez nous raconter ou ce que vous allez nous exprimer. Ne faites pas ce travail à la caméra. Parce que vous allez faire 198 prises. Il faudra en choisir une. Vous allez péter un câble. Et vous aurez bien raison de péter ce câble. Et c'est surtout que le choix va être totalement impossible. Si vous avez travaillé réellement bien votre texte, que vous savez ce que vous nous racontez,
et que vous faites 4 prises maximum, je vous jure, déjà, mentalement, vous irez beaucoup mieux. Et en plus, le boulot, il sera vraiment là. Et je peux ajouter un truc. N'attendez pas la deadline pour envoyer votre self-tape. Faites-la assez tôt et puis vous laissez reposer. Et puis le lendemain ou 2 jours après, vous la re-regardez. Et là, vous vous dites, peut-être, voilà. Et, parce que la perception du moment et 2 jours après, c'est pas la même. Donc, prenez ce temps-là pour pouvoir la refaire. Et à ce moment-là, à mon avis, c'est mieux et vous l'enverrez à ce moment-là. Mais faites pas le truc au dernier moment. Vous passez une plombe à choisir. Puis à la fin, vous dites, bon, ok, vas-y, tant pis, j'envoie. Et donc là, c'est vrai. Mais vraiment, ça, c'est vraiment merdique. Et payez pas pour faire une self-tape. Allez, parce qu'il y a des gens qui payent pour aller faire une self-tape. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je le dis, je ne suis pas d'accord. Tu peux te faire une super self-tape avec ton téléphone. Tu achètes un Lightroom et un petit truc. Ça coûte 20 balles maintenant sur Internet. Si tu n'as pas un fond neutre, eh ben, tu t'achètes un pauvre drap housse chez Toto, gris foncé, que tu mets repassé, absolument. Avec du gaffeur sur le mur. Tu as besoin de 5 mètres carrés. Tout va bien. Et puis, tu as ta lumière avec ton Lightroom et tu as ton téléphone et ça va. Et ça va. Tu n'as pas besoin d'aller payer pour un studio, de machin et tout. C'est de l'arnaque. Apprenez à la faire vous-même. Et aidez-vous entre vous. Aidez-vous les uns les autres. Aidons-nous les uns les autres, c'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est ça. Et je voulais juste parler de la présentation aussi, parce qu'on me pose la question de temps en temps. Et alors, personnellement, moi, j'aime pas les mains, les profils, machin truc là. Voilà, on fait pas de pub. Et moi, j'aime les profils. Hein. Il aime les profils, voilà. Ouais. Nous, on n'aime pas. J'aime les attaches de cou. Mais en tout cas, les mains, par exemple, ça donne vraiment une indication. Vous faites beaucoup de casting pub, quoi. Donc, ça va déjà vous catégoriser dans un truc. Et après, j'aurais tendance à dire, on s'en fout un peu en fait que vous racontiez tout votre CV, quoi. Moi, j'aime bien quand on voit votre personnalité et que, par exemple, la présentation, elle dit un peu qui vous êtes et surtout, essayez de trouver des liens avec le rôle ou avec le projet, quoi. Quelque chose qui vous relie, quelque chose d'un peu plus émotionnel que un truc très robotique. Bonjour, je m'appelle machin, je suis comédien. Voilà. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Parce qu'en plus, le CV, on l'a lu, donc on n'a pas besoin que vous nous le lisiez, on n'est pas débiles. Bonjour, je suis là. Je ne sais pas si on m'entend. Justement, j'avais une question sur les outils et notamment sur la vidéo de présentation. Donc, vous avez répondu en partie. Moi, ma question, c'est, je ne sais jamais si je dois avoir une vidéo un peu basique où je me présente, etc. Non, tu veux dire une vidéo générique? Voilà, pardon, une vidéo générique, ou est-ce que je fais... Ok. Mais non, donc c'est une vidéo pour chaque projet, on va prendre le temps de faire ça. Et ça nous énerve aussi. La raison pour laquelle je parlais, c'est ça, c'est que moi, ça me touche particulièrement quand quelqu'un me dit, je sais pas, j'ai eu cette expérience-là avant, donc je comprends, ça me touche particulièrement pour telle raison, etc. Voilà, juste... Bon, pardon. Moi, il y a aussi un truc qui m'énerve. On ne parle que des trucs qui nous énervent, comme ça, être bien vénère à la fin. Non. Non, c'est comme par exemple, vous envoyez un mail générique, donc avec alors soit toutes nos adresses sont totalement visibles, soit elles sont cachées. Bonjour, on ne sait pas qui. Merci de trouver, j'espère que tu vas bien. Bon, on ne se connaît pas. Merci de trouver mes nouvelles infos. Ciao. Je suis pas votre chien, quoi. Même mon chien, je lui parle pas comme ça. Si on envoie un message, on envoie un message, quoi. Il suffit on n'est pas 500 000 personnes. J'ai reçu un mail l'autre jour et ça m'a énervé, mais ça m'a fait rire en même temps parce que là, le mec, il a fait tellement. Bonjour. Non, pas virgule. Entre parenthèses. Parenthèse. Nom du Dircast. Prénom. Oui, c'est pas. Tu t'es flingué tout seul. Voilà, on parlait tout à l'heure de comment on essaye de garder contact. C'est sûr que là, ça donne moins envie déjà de commencer le contact. Je parle plus fort. Le orange plus fort, s'il vous plaît, la régie. Si on a une bande démo qu'on considère, avec des extraits qu'on ne trouve pas assez forts, etc., est-ce que vous trouvez intéressant le fait de travailler, d'envoyer une scène qu'on a travaillée? Est-ce que ça peut être une alternative à une bande démo?
Je l'ai dit au tout début. Ça, c'est pas grave, tout va bien. On le répète pour tout le monde. Si votre bande démo, elle n'est pas assez forte ou top ou machin, on préfère une jolie scène, mais que vous appelez pas bande démo. C'est juste la dénomination qui a le don de me faire dresser les cheveux et les poils sur les bras. Bonjour. Alors moi, ma question c'est, est-ce que vous trouvez ça normal qu'on doit payer pour rencontrer des directeurs de casting dans les ateliers? Parce que c'est la nouveauté. Et payer pour rencontrer des professionnels, je trouve ça aberrant. Surtout qu'ils nous font croire qu'après, on est dans leur petit listing et jamais de réponse après, comme d'habitude. Non. Alors, il faut déjà définir dans quelle situation, quelles sont les conditions de vous nous parlez. Non, mais parce que il y a des ateliers qui existent, d'accord. Et j'en ai fait 2. Pardon ? J'en ai fait 2, je sais de quoi je parle. Ouais. Non, mais il y a des ateliers qui existent, qui sont des vrais ateliers de travail, mais qui sont des ateliers de travail. Donc, ce qui veut dire qu'on est rémunéré pour un travail. De la même manière qu'un coach c'est serait rémunéré. pas une rencontre sur laquelle que vous payez et voilà. Mais on ne paie pas pour des rencontres. En l'occurrence, c'est un peu ça. On nous propose des ateliers où on rencontre tel directeur de casting. Ah, et lui, il est sur un casting. Et du coup, on travaille. C'est un peu camouflé par un atelier où on prépare une scène, où chacun passe une scène. On est 12. Hop, on passe une scène. On la refait 2 ou 3 fois, comme si on était en situation de casting. Et après, bien sûr, on nous fait miroiter. Qu'on rentre un peu dans leur... Moi, j'aimerais beaucoup connaître le prénom de... Il y en a plein, il suffit d'aller sur Internet. Vous avez les ateliers de Aïcha, elle est très connue, je suppose que tout le monde la connaît, les ateliers d'Aïcha. Ou même vous passez directement un directeur de casting, que lui, vous devez certainement le connaître, Christophe Istier. Il travaille beaucoup avec Pierre Ninet. Après, j'en ai une autre qui était plus qui était sur la dernière série sur TF1, Tout dans la lumière. Voilà, elle était Alors moi, je suis pas d'accord avec ce système-là personnellement. Moi, je sais que j'interviens de moins en moins en atelier et je donne des cours dans des écoles. Donc voilà, et on est tous à cet endroit-là, je pense, assez engagés. Alors je parle pour ma paroisse, je vais laisser parler les mesdames après, mais c'est vraiment moi quand j'interviens dans un atelier, je vais travailler. C'est-à-dire que j'ai une journée de boulot de 8 heures devant moi, sur laquelle je suis payé. Ce qui jusque-là est normal. Tout travail mérite salaire. Après que ce soit... Ouais. Mais c'est essentiellement des organismes de formation. Donc que ce soit après vendu sous une espèce d'égide de « oui, mais vous allez rencontrer un tel qui travaille, qui machin, qui truc comme ça. » Il ne faut pas non plus être naïf, pardon. Bah oui, mais bon. Il ne faut pas être non plus Alors, naïf. Il faut aussi se parler entre vous parce que moi, j'ai entendu dire certaines choses où il y a des gens qui continuent à aller dans des ateliers qui payent pour pas grand-chose. Quand je dis pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de travail. En termes du travail journalier, je parle. La promesse, elle n'existe pas. On ne peut pas vous dire, tu payes un atelier, tu vas être pris à un casting. Ça, ce serait illusoire de penser ça. Oui, il faut pas aller faire des ateliers qui vendent du vent, quoi. C'est-à-dire, j'avais vu une fois un titre, c'était comment contacter les directeurs de casting. Enfin, je crois que tout l'atelier était basé là-dessus. Mais le truc, c'est pas que les directeurs de casting. Il y a aussi les agents, il y a les réalisateurs. On nous fait miroiter des stages à 1000 balles les 10 jours où on rencontre 10 directeurs de casting. Je les ai pas fait, hein, parce qu'au bout d'un moment, on n'a pas d'argent, nous. Il faut bien. Moi, je dirais aussi, faudrait. Il faut arrêter de nous prendre pour des vaches à lait. C'est juste un truc sur lequel il faut être honnête avec soi-même. Ouais. Comment est-ce que c'est possible ? Comment on a dit donc on a entre 55 000 et 60 000 actrices en France. Oui, mais il s'est laissé parce que ça peut être financé par le AFDA. Mais bon, voilà, il y a aussi quand même les systèmes qui font qu'ils jouent aussi avec les financements. Oui, et donc c'est qu'on laisse faire les choses. Mais c'est à vous de vous renseigner sur les gens qui sont corrects. Il faut que vous vous renseigniez sur aussi le nombre de participants parce que ça change énormément de choses à la journée.
s'il y a beaucoup de participants, vous allez passer très peu de temps à travailler, alors que s'il y en a peu, ça vaut plus le coup. Non, mais franchement, un intitulé demi-journée avec agent et casting, c'est du flan. C'est quand même, ça paraît clair. Que vous soyez naïf parce que vous avez besoin de boulot, c'est une chose, mais soyez pas idiot. Et surtout, parlez-vous entre vous, quoi. Parce que les endroits où c'est bien, ça se sait. Faites des recherches. Effectivement, moi non plus, je trouve ça pas normal. Bon, moi, j'interviens très très peu. Donc, j'ai pas ce problème-là, mais parce que ça me rend dingue. Mais renseignez-vous, regardez, parlez-vous entre vous. C'est quand même important. Et puis, en fait, il y a eu tellement d'abus que c'est pour ça que les budgets sont supprimés sur l'appellation atelier casting là, par l'AFDAS. C'est pas l'AFDAS qui décide, hein. C'est les comités paritaires, c'est les syndicats, c'est les cours des comptes. L'AFDAS, c'est des exécutants, sachez-le, c'est pas de leur faute. Ils sont dans la merde aussi. Mais donc, en fait, évidemment, il va y avoir ils vont s'adapter, les mecs qui vivent de ça. Mais bien sûr qu'il y a de l'abus. Il y a eu tellement d'abus. Il y a eu des acteurs qui se sont plaints, qui ont fait des signalements, et c'est normal, et tant mieux, quoi. Parce que c'était devenu une manne financière absolument spectaculaire. Et il y a une chose qui est aussi importante, c'est que quelques endroits où vous alliez, posez-vous la question, est-ce que effectivement on peut oui, je vais croiser, ou je vais passer une demi-journée ou une journée avec quelqu'un, mais personne vous signera un blanc-seing sur le fait que, d'une, vous allez lui plaire en tant que comédien, comme disait Nathalie tout à l'heure. Il y a des gens avec qui on a des affinités, d'autres avec qui on est. C'est pas notre jeu de comédien. Et puis je crois que c'est pas la bonne idée, c'est pas la bonne démarche d'aller rencontrer des directeurs de casting ou des agents. Déjà, pour moi, c'est pourri le libellé. Aller travailler avec des gens, c'est autre chose. Moi, je veux pas faire des rencontres, ça m'intéresse pas. Je veux travailler avec les gens pour les renifler, pour les sentir, pour voir de quoi ils sont capables. Est-ce qu'ils sont souples? Est-ce qu'ils répondent aux consignes? Est-ce qu'ils sont... voilà, quoi. Mais donc ça ne se fait pas en 1 heure. Donc, voilà. Ça répond à ta question? Il y a un monsieur là qui lève la main. Oui, et c'est une question de timing aussi, pardon, c'est à ça que je pensais. C'est que, en fait, c'est de la même manière que parfois des gens qui viennent de faire une série me disent « je comprends pas, il n'y a pas de retombées, la série que je viens de faire, etc. » C'est le timing, en fait. On va vous voir à ce moment-là, on vous retient, et le jour où on a un personnage qui vous correspond, on vous appelle. Mais parfois, ça peut être 2 ans plus tard, quoi. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de réalité là-dessus. Bonjour, je suis là. Bonjour. J'ai une question parce qu'on a un débat 15 milliards de fois avec les amis concernant l'âge. Est-ce qu'on doit le dire? Est-ce qu'on doit mentir sur nos âges si on n'est pas pile dans la catégorie mais on ressemble à ça? Est-ce que c'est votre métier de genre nous dire quel est notre âge apparent? Comment on s'en sort avec cette histoire de âge et de catégorie d'âge dans les castings? Alors, pour l'âge, avec nous, vous nous donnez le vrai âge, toujours, parce que nous sommes des menteurs professionnels. D'accord? Ok. Ok. Ne le mettez pas sur vos CV, ça ne sert à rien. Mettez pas les tranches d'âge parce qu'on sait forcément que vous êtes sur le haut de la tranche. Le 27-39 ans, on sait qu'on est plutôt à 39-40. Mais laissez-nous à nous le soin de déterminer en fonction du projet l'âge que vous aurez. Ok. Merci. Et on ment comme des arracheurs de dents. Et ne vous enfermez pas, en tout cas, n'essayez pas forcément de rentrer dans une catégorie. Et puis, vous disiez très bien, est-ce que c'est l'âge que nous, on pense qu'on a? Oui, alors, je vais être très honnête, moi, j'ai 8 ans dans ma tête, ok? Et je pense qu'il y a assez peu de gens qui vont me le donner. Surtout, vous disiez vous parliez de tout votre processus et de la déconstruction justement auprès des idées reçues par rapport au scénario. Et donc, en fait, s'il vous plaît, ayez confiance en les directeurs de casting. Et évidemment, pour un rôle de 35 ans, ils ne vont pas s'arrêter entre 34 et 36 ans. Hein. Si. Ils cherchent un petit peu plus loin que le bout de leur nez. Donc, ce sera toujours bénéfique de mettre votre âge réel. Et ayez confiance en eux. Ils savent faire leur travail. Bonjour. Je me permets une question pour essayer de mieux comprendre l'industrie. Est-ce que vous êtes parfois obligé, de façon formelle ou informelle, de prioriser certaines agences dans vos recherches préliminaires de casting?
Non. Non, mais c'est vrai, il a raison, Laurent. Non, mais en fait, il y a quand même si tu veux, Il y a des monopoles. Mais... il y a un monopole, ouais. Et sur les rôles principaux, évidemment. C'est-à-dire qu'un film se finance sur les 2 ou 3 rôles principaux, qui sont donc ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la liste A, c'est-à-dire les gens qui sont tout en haut de la liste et qui financent les films. Voilà. Voilà. Enfin, on sait de quoi on parle. Donc ça, c'est pas qu'on nous oblige, c'est que comment faire ? Ils sont tous au même endroit. On est obligé de s'adapter au système, en tout cas au niveau du financement de la consultation en elle-même, quoi. Ouais. Non, mais c'est très problématique en fait, parce que quand il n'y a plus de concurrence, c'est la mort. Donc, après, tous les directeurs, directrices de casting rêvent de mettre des inconnus dans les premiers rôles, je pense. Mais bien sûr, mais ça c'est sûr, mais ça c'est très compliqué. Mais après, je comprends l'idée, de toute façon, ça a toujours été. C'est-à-dire, quand j'étais petite, ma mère, elle allait voir le prochain film avec Annie Girardot ou avec Belmondo. Donc c'était l'acteur qui faisait rentrer les gens au cinéma. Donc ça, c'est normal. Mais le truc, c'est quand même... En fait, ça va tuer notre industrie, ça va tuer notre créativité, ça va vous flinguer aussi. Il faudrait arrêter d'aller dans cette agence. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens qui commencent à travailler pas mal, faut pas y aller, quoi. Ne nourrissez pas la bête. Bonjour. Bonjour. J'ai une question par rapport aux bases de données dont vous avez parlé. Donc, vous avez dit que vous travaillez par recherche donc, sur des bases de données. Est-ce que c'est plutôt des bases de données d'agences uniquement, ou est-ce qu'il y a des bases de données publiques, gratuites qu'on pourrait utiliser ? Filmmaker est une base de données gratuite, donc je vais vous laisser répondre, Dame Julia. Alors, donc Filmmaker, c'est une base de données effectivement gratuite. Vous avez les profils de base qui vous permettent d'être trouvables, de recevoir aussi les annonces si elles vous sont envoyées ou de postuler à des demandes de self-tape. Les profils sont gratuits. Nous travaillons avec les agences, donc aussi la base de données des agences sont aussi présents sur Filmmakers. Comme j'expliquais, à peu près, il y a le nombre de comédiens avec agents et sans agents sur Filmmakers. Vous avez la possibilité sur Filmmakers de rendre votre profil public ou non. C'est-à-dire qu'on est soumis à des lois, notamment les lois RGPD, qui sont des lois européennes, et donc par défaut, votre profil dans la base de données est privé, c'est-à-dire qu'il ne sera visible que par les directeurs de casting et agents utilisateurs de la plateforme. Mais si vous avez l'intention de rendre votre profil public et que quand on tape votre nom dans Google, on puisse trouver directement votre fiche Filmmaker, c'est possible. C'est des petites choses, c'est des paramètres à changer sur votre profil. Il n'y a pas 15 000 bases de données en France, contrairement à d'autres pays européens. Il n'y a que 2 gros outils de casting en France, moi et un concurrent que je ne nommerai pas. Et qui n'est pas gratuit. Et qui n'est pas gratuit pour les comédiens, oui, contrairement à nous. Donc voilà, donc en fait, après, il y a une multitude de... Il y a d'autres outils, soi-disant, mais qui sont payants et qui ne sont pas utilisés, notamment par l'ARDA ou par d'autres directeurs de casting qui ne sont pas forcément membres. Je rappelle que Filmmaker, c'est partenaire avec l'ARDA. Voilà. Oui, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y a que les directrices de casting qui ont accès à vos profils. C'est-à-dire, ce n'est pas pour le grand public, ce n'est pas pour les producteurs. Parce que là, on se tirerait une balle dans le pied. Si les producteurs avaient accès à la base de données, on serait mort quand même. Donc, en fait, il n'y a que nous qui avons accès à vos profils, enfin, à la plateforme. Oui. Et si votre profil est public, tout le monde peut le voir. Mais... Oui, mais ça, c'est un choix personnel de chacun. Et surtout aussi, vous pouvez choisir de rendre visible ou non toutes les informations. Alors, votre CV, vous choisissez pas telle ligne, je veux la montrer, ou telle ligne, je veux pas la montrer, mais sur tout ce qui est données personnelles, et notamment l'âge réel ou la tranche d'âge, ou alors certains handicaps. Vous pouvez tout choisir de montrer ou non. Voilà, vous êtes libre, vous avez le pouvoir. You've got the power. J'espère avoir répondu à la question. Ouais, super. Bonjour.
J'ai une question, moi, par rapport au harcèlement et les violences psychologiques ou physiques que l'on pourrait subir avec un directeur de casting. Bon, moi, si ça m'arrive et j'ai des preuves, je peux porter plainte. Mais comment informer mes camarades de façon à ce qu'ils n'aient pas à nouveau à subir eux aussi ce genre de truc? Est-ce qu'on fait remonter l'info à l'ARDA ou comment on peut faire? Alors, vous pouvez faire remonter à l'ARDA, bien évidemment. Il y a l'ADA aussi. Donc, il y a l'AFA. Enfin, il y a plein d'endroits où vous pouvez faire remonter les informations. Merci. De rien. Bonjour. J'ai une petite question sur comment vous contacter, parce que si c'est pour vous envoyer un mail et vous dire bonjour, je suis comédienne et j'aimerais travailler avec vous. C'est déjà hyper sympa. Oui, mais est-ce que vous avez d'autres conseils pour personnaliser un peu plus notre candidature et éviter de tomber dans l'oubli? Qu'est-ce que vous aimeriez me dire? Oh, très bonne question. Parce que moi, je partais dans l'hypothèse de s'intéresser à vos différents projets, si vous êtes plus dans la publicité, dans la fiction. Mais si vous avez d'autres pistes... Si déjà, l'idée, je crois, hein, c'est juste de vous présenter simplement et de dire, voilà, pourquoi vous nous contactez, quoi, de savoir un peu ce qu'on a fait. Ça, c'est déjà pas mal de se renseigner un peu à qui on écrit. Après, il y a pas. Je pense qu'il faut rester le plus simple possible. Moi, ce que je veux rencontrer personnellement, c'est des êtres humains. Donc, faites avec ce que vous êtes. Et je trouve que c'est pas mal d'aller chercher, les directeurs et directrices de casting qui correspondent à ce que tu veux faire, pour le coup. Si tu vois un film qui t'a vraiment parlé et qui suscite quelque chose en toi, tu vas aller contacter cette personne-là. Et si tu regardes une série mais que tu as détesté, peut-être que tu vas pas aller voir. Tu vois. Donc, il faut aussi trouver ses familles, je pense, dans le métier. Ok, merci. De rien. Non, c'est vrai qu'on fait aussi de la merde. Nathalie dit on ne fait pas tous que des chefs-d'œuvre. Non, mais il y a des ce sur quoi je me pose en faux. Il y a des styles, en tout cas. Non, mais par moment, il faut manger, hein, aussi. Donc, quelquefois, tu fais des trucs, tu te dis, oh là là, misère de misère, qu'est-ce que je fais là? C'est la vie. Je disais se servir aussi de l'actualité. Enfin, par exemple, là, vous êtes tous là dans le cadre de Paris Cours Devant. Si vous avez envie de contacter par mail, parce que vous avez réussi à avoir le Graal de leur adresse mail, demain, dans l'intitulé dans le sujet du corps du mail, mettez suite au panel ou quelque chose, qui puissent voir directement qu'il y a eu un intérêt, qu'il y a potentiellement une accroche, quelque chose, voilà. Servez-vous de l'actualité, leur actualité, et aussi de la vôtre, si par exemple vous êtes au théâtre et que vous avez envie de les inviter ou autre. Voilà. Bonjour. Bonjour. J'ai une petite question pour vous. Selon vous, comment on peut faire pour perdurer dans ce milieu, dans ce métier en tant qu'acteur, sur le long terme? Perdurer. La persévérance. Ne lâchez jamais vos espoirs. La résilience et la persévérance. Résilience, persévérance, il faut travailler. En fait, il y a du travail. Et puis, il y a une chose dont on n'a pas parlé, qui est un peu injuste, mais c'est aussi une chose qu'on vit nous, c'est qu'on est dans des métiers où on est choisi beaucoup. Donc, parfois, il y a des gens qui vont être des très, très bons comédiens, comédiennes, et qui ne seront pas choisis. Et puis, il y en a d'autres qui seront peut-être un peu moins bons et qui seront choisis. Et puis, il y en a qui seront choisis un moment et puis plus après. Je n'ai pas du tout de réponse toute faite à vous donner. En tout cas, le fait de travailler, d'être présent, d'être qui vous êtes, c'est beaucoup de choses. Et Nathalie a une idée. Ouais, c'est exactement ça. Soyez pas chiant. Non, parce que si vous êtes chiant, vous n'allez plus travailler. C'est-à-dire, soyez pas chiant. Non, mais il y a des gens qui sont chiants, il y a des acteurs qui sont chiants, ils font chier sur le plateau, ils se plaignent tout le temps, ils font chier les stagiaires. Voilà, quelqu'un qui est chiant, quoi. Un boulet. Ah, ok, merci. Un boulet relou, et à un moment, on le fait plus travailler parce qu'il nous saoule. Merci à vous. Et puis, je pense que le mouvement crée le mouvement aussi. Je veux dire, évidemment, il ne va rien se passer si vous restez à attendre chez vous, à rien faire. Mais aller donner la réplique, aller bosser avec d'autres comédiens, comédiennes,
je sais pas, être dans un collectif ou je ne sais quoi d'autre, et vous nourrir en fait aussi. J'ai l'impression que c'est un métier où on peut vraiment travailler même quand on ne travaille pas en fait. Aller voir des films, des pièces, lire. Lisez. Exactement. On peut vraiment, en fait, je trouve, se nourrir en tant qu'acteur. Entraînez-vous entre vous. Vous êtes votre premier réseau. Merci beaucoup. Bonjour. Et salut. Effectivement, vous venez de finir sur le mot réseau et c'est l'un des titres de la présentation. Alors vous avez dit effectivement que vous n'êtes pas là pour rencontrer des potes et Nathalie, vous avez dit que vous n'avez pas envie de rencontrer des gens. Mais je crois qu'effectivement, ce qui fait que beaucoup de comédiens s'inscrivent à des ateliers casting ou rencontrer des agents, des trucs, on se dit, en fait, oui, ils travaillent dans leur famille. Vous avez noté des familles artistiques, des choses comme ça. Et donc, comment rentrer dans ces familles comment finalement arriver dans votre normalement, radar c'est par la porte. Ok. Parce que si on tente la fenêtre, généralement, ça marche pas. Et on a cité les réseaux sociaux, on a cité Filmmakers, évidemment, on a cité tout ça. Est-ce que vous avez d'autres lieux de privilégiés ou pour rencontrer, ou vous aimez rencontrer des comédiens comment vous rencontrez j'adore les rencontrer théâtre, au théâtre. Ouais, ok. Moi, j'adore les rencontrer au théâtre, aller prendre un verre après une pièce. Et là, on a vu votre travail. Et du coup, on peut se parler tranquillement. Et ça, c'est plutôt une de mes passions. Ou après une avant-première de film, ou voilà. Ouais, parce que le réseautage, donc on conseille de venir en festival et d'aller rencontrer des pros. Et donc alors, on est hyper comme ça, bonjour, je sais pas trop quoi dire. C'est étrange cette sensation de réseautage. Ouais, on est d'accord, et pour nous, c'est hyper étrange. Bah voilà, et donc du coup, est-ce qu'il y a déjà des comédiens qui ont fait ça bien et vous avez dit, wow, il est venu me parler, ça s'est bien passé, je sais pas. Si vous avez des conseils à donner Antoine, là-dessus. ça s'était passé comment? Antoine Toi, nous. Ah non, mais non, mais je plaisante. Mais ça peut très bien se passer. Après, c'est toujours la même chose où vous êtes en recherche de rencontres. Nous, on vient en festival, par exemple, comme là, pour intervenir, pour essayer de faire un panel, machin, tout ça. Après, on a aussi une vie en dehors, tout ça, tout comme vous. Enfin, on espère. En tout cas, la nôtre, ouais. Mais donc oui, une des choses, c'est pas être relou, comme disait Nathalie tout à l'heure, quoi. On peut pas, voilà. Si bonjour, je suis enchanté, ok, super, envoie-moi un mail, très bien. Voilà. Mais ça peut être super de faire des festivals, mais il faut être peut-être un peu stratégique sur le choix des festivals, si je peux me permettre. Enfin, aller à Cannes, parfois, ça sert à rien, quoi. Vous allez payer cher et vous allez galérer à rentrer dans des soirées, à moins que vous ayez un projet, évidemment. Mais par contre, un festival comme Clermont, voilà, il y a des gens qui boivent des coups au même endroit et à la cool, et franchement, on se parle tranquillement et tout va bien, quoi. Donc voilà, il faut essayer de faire des choix un peu, tu vois. Ici, c'est plutôt un festival qui est cool aussi. Ouais. Donc aussi. Les gens se rencontrent, se croisent. Donc essayez de choisir des trucs un peu à taille humaine. Mais si je vous raconte mon tout premier festival, je pleure encore. Parce que ça fait pas du bien à la confiance aussi, ce genre de moment, je pense. Parce que moi, c'était vraiment la première fois que j'allais au Festival de Cannes pour le film Police, donc il y a quelques années. Et à l'époque, chose que les gens un peu plus jeunes que moi ne connaissaient, c'était des CD qu'on donnait avec les photos, les CV, les machins. Et je pense que je suis ressorti de la soirée officielle, je devais avoir à peu près 200 trucs dans les poches que j'ai jetés forcément, parce qu'après j'allais en soirée, donc j'allais pas les garder. Et c'était hyper agressif. Ouais. Parce que tout le monde avait envie. Je comprends l'envie. Mais après, à un moment donné, à 3h du mat, je fais, mais moi je suis avec mes potes, quoi. On a fait ce film ensemble, est-ce que je peux juste avoir un petit instant? Voilà. Donc c'est toujours trouver l'endroit où vous aimeriez pas que vous, par exemple, au bout d'un moment, c'est très bien, on est là pour faire un job, pour se rencontrer. Peut-être à 3 du mat, il faut lâcher l'affaire, quoi. Ou alors c'est vraiment que tu n'as pas d'amis, ce qui serait chiant. Donc après, tu vas être obligé de discuter avec Antoine, qui est derrière toi, qui a des chaussettes magnifiques. Il a toujours des belles chaussettes, Antoine. Bonjour et merci pour tout ce que vous nous avez déjà dit. Je suis là. Dans la même logique économique et de visibilité, etc., dans quelle mesure le nombre de followers sur les réseaux sociaux a un impact sur le choix, alors peut-être pas des premiers rôles évidemment, mais peut-être des deuxièmes, troisièmes, quatrièmes rôles?
pense que la réponse est assez claire. On m'a jamais demandé ça personnellement. Paraît-il que ça existe, mais j'ai pas eu cette demande personnellement. Nous, pas. Enfin, voilà. Non. Et puis moi, ce serait une raison de non. Oui, voilà. J'ai lutté, j'ai lutté. C'était un influenceur, c'était un TikToker. Il avait 14 ans, quoi, en gros. Enfin, pas tout à fait, mais un peu plus, il était majeur. De toute façon, je pouvais pas lutter. C'était Netflix. On a fait des essais. C'était pas affreux. C'est pas affreux. Donc, parce qu'on a fait des essais avec un mec de stand-up, et là, c'était vraiment affreux. Terrible. Mais vraiment terrible. Et alors, donc, lui, pas affreux. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ? T'as Netflix qui veut. T'as un mec qui veut faire son film. T'as un prod qui veut pas d'emmerde. Tu dis, écoute, il est pas affreux, ça va peut-être faire l'affaire, c'est pas un rôle trop important, on va se débrouiller avec ce que tu veux qu'on fasse. Alors, sauf que ce qui est génial, c'est ce qui s'est passé, mais moi je l'ai su après, c'est le producteur qui m'a raconté, je fais alors, c'est bien placé le tournage ? Il fait ouais, sauf le jour où le mec est pas venu. J'ai fait pardon ? Ah bah ouais, l'agent m'a appelé, c'était une mixte, donc à 11h en me disant il va pas pouvoir venir aujourd'hui, il se sent pas bien. Donc alors je veux pas tout vous raconter, c'est trop long, mais ça c'est énorme, et le mec est pas venu. Et donc ils se sont démerdés avec un cascadeur et avec voilà, quand même pour pas perdre la journée. Et en fait le lendemain il est arrivé sur le plateau, la banane jusque là, il a salué tout le monde avec le sourire, genre même pas je m'excuse, excusez-moi, j'étais malade, pas malade du tout le gars, pas du tout. Donc ça veut dire que ces gens-là n'ont pas les codes, ils savent pas, c'est pas possible. En fait, j'ai appelé l'agent, je lui ai dit mais qu'est-ce que t'as foutu ? Elle fait qu'est-ce que tu, je suis pas la police des acteurs. Si t'es la police de tes acteurs, t'as signé un mandat, tu les représentes bien sûr. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? T'es allé chercher ton client par les cheveux, et tu l'as amené sur le plateau. Et elle me dit mais enfin, non, il était pas chaud. Mais elle me dit mais enfin quand même. Je lui dis mais il y a pas de quand même. Moi j'ai été élevée dans l'idée qu'en fait un acteur qui ne vient pas sur un plateau de cinéma, de télé ou de théâtre, c'est parce qu'il est mort. Point. Si tu as 42 fièvres, tu joues. Donc, voilà. Donc, en fait, ça a été... En fait, c'est pas mal, parce que ça a servi... Moi, je m'en sers maintenant de ça. C'est-à-dire, si un prod ou un réel veut, je fais, oui, mais alors voilà. Moi, je te raconte cette histoire, parce que tous ces gens-là, vous êtes gentils, mais en fait, ils ont plein de valeurs, mais ils connaissent pas le métier. Ils savent pas travailler. Ils ont pas les codes de cette industrie. Donc, en fait, tu prends un gros risque. Voilà. Ah, puis j'ai trouvé un autre truc aussi pour les femmes, la diversité, tout ça et tout. Quand tu as un réel qui te dit « Ouais, non, mais là, ça va », non, c'est trop blanc, c'est trop masculin, il n'y a pas assez de meufs, il n'y a pas assez de diversité. Enfin, moi, je trouve que ça va pas. « Ouais, non, mais si, c'est bien, je fais. » Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas te faire défoncer sur les réseaux. Et le mec, il fait « Ah bon ? Mais tu te rends pas compte. Mais là, tu vas te faire pourrir. » Ah bon, ok. Bon, alors vas-y, remontre-moi. Une dernière question, parce que je sais qu'en plus, elle l'attend depuis un bout de temps, le micro. Et après, on finira ce panel parce qu'il est déjà 5h12. Donc, voilà. On m'entend ? Oui. Quelle chance. Bonjour. Alors, deux petites questions. Une petite question. Alors, oui, j'arrive. C'est important, je pense. Par rapport au rôle avec les agences et tout ça, parce que moi, je suis dans une plus petite agence, mais je sens vraiment qu'il y a une grande différence entre les grandes agences et les petites agences. Et vous avez dit, je comprends, les têtes d'affiche et tout ça, mais est-ce que c'est vrai que quand vous donnez, quand une agence a une tête d'affiche, est-ce qu'ils disent aussi, mais les seconds rôles, c'est nous aussi? Parce que moi, j'ai un peu cette sensation. Non. Et deuxième petite question, c'est par rapport aux breakdowns et tout ça qu'on a parlé, que je pense que c'est très important de démocratiser un peu plus pour les rôles et tout ça. Est-ce que ça c'est possible qu'on fasse ça plus, comme les Anglais, les Américains et tout ça qu'on a dit? Est-ce qu'on peut faire plus de breakdowns sur Filmmakers, sur les autres agences et tout ça? Merci. C'est pas le problème de faire plus de breakdown ou quoi, en fait. C'est pas le problème. En fait, le problème, c'est les broadcasters et les producteurs.
Parce que nous, notre taf, c'est de sortir des gens, de mettre des gens qu'on ne connaît pas. C'est notre taf. Nous, on souffre de cette situation. On s'emmerde à faire des listes. C'est pas notre boulot de faire des listes. Donc c'est très... nous, on se fait chier avec ça. C'est pas notre taf. Donc c'est à la source qu'il faut aller, si tu veux. Donc c'est pas en envoyant des breakdowns. Nous, on veut bien envoyer des breakdowns. Enfin, la différence aussi avec l'Allemagne et l'Angleterre et les États-Unis, je crois. Pourquoi on n'envoie pas de breakdowns? C'est parce qu'en Allemagne, ils ont l'habitude de le faire, en Angleterre aussi. Ils donnent des descriptifs de chaque personnage. Les agents envoient des propositions qui arrivent directement dans le projet, donc sur la base de données, Filmmakers, Spotlight, etc. Donc ça n'arrive pas dans nos mails, c'est super. Sauf que ils ciblent, ils respectent les demandes. En France, t'envoies un breakdown, tu cherches une fille de 18 ans... On revient au même truc que tout à l'heure. Blonde, avec des yeux bleus et qui fait du ski, et ben on envoie un mec d'origine asiatique et qui fait du taekwondo. Et tu fais, mais enfin, vous foutez de ma gueule. Et donc, en fait, t'es envahi, ils envoient tout le monde, ils envoient tout et n'importe quoi. Donc, en fait, on peut plus... Moi, je fais plus de breakdown en France. J'ai commencé un peu, bon, j'ai arrêté parce qu'en fait, ils font n'importe quoi. C'est assez compliqué, effectivement, les breakdowns, ne serait-ce qu'avec les agents. Donc, je te laisse imaginer un breakdown. Un breakdown, c'est, on va dire, un dépouillement rôle par rôle des rôles qui sont dans le film. Avec un descriptif. Voilà. C'est une annonce, si tu veux. Et donc, sachant que les agents eux-mêmes sont capables de te mettre un comédien dans chaque rôle, parce qu'ils pensent que ça pourrait être bien dans chaque rôle, je laisse imaginer, si j'ouvre mon breakdown à tous les comédiens en France, comment je pète un plomb. C'est juste contre-productif en fait. À un moment, on va avoir tellement de mails qu'on va pas réussir à voir ceux qui correspondent. Ils vont être noyés dans la masse. La problématique que tu soulèves, c'est tout à fait vrai. Je suis d'accord, on est d'accord. Alors effectivement, Laurent, il dit non quand tu suggères qu'une grosse agence, en fait, ils essayent quand même. Hein. Alors tu peux toujours résister. Ouais. Après, on n'est pas obligé de... Tu vois, mais bien sûr que tu résistes. Mais après, tu as un producteur. C'est le producteur qui va avoir le dernier mot de toute façon, avec le réal. Donc toi, tu t'agites là, avec ton drapeau de communiste. Et l'autre, de féministe. Tu vois, mais... c'est beaucoup d'agitation pour pas grand-chose, parce qu'au final, on fait ce qu'on peut, je vous jure qu'on fait ce qu'on peut pour vous. Mais à la fin, c'est quand même la prod qui décide, quoi. Ou le diffuseur. Et maintenant, les distributeurs. Oui, les distributeurs aussi. C'est terrible. Donc voilà, merci à tous d'avoir été présents. Je pense qu'on peut remercier nos 3 participants. On espère évidemment que ça vous a été bénéfique et on vous souhaite une bonne fin de festival pour ceux qui continuent la soirée et jusqu'à demain aussi. Voilà. Merci à tous.